Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce jeudi 7 avril 2022. La traditionnelle rencontre des membres du gouvernement a bel et bien eu lieu hier mercredi, assortie de grandes décisions. On cite pêle-mêle la création d'un centre de transit dans la commune de Pomassé, c'est dans le département de l'Atlantique, pour accueillir les personnes en situation de mendicité. Et puis, le gouvernail a changé de main au niveau du haut commandement militaire. Le général de brigade Fructueux Gbagidi est le tout nouveau chef d'état-major général des armées. À cela s'ajoutent d'autres nominations au niveau du cabinet du ministre de la Défense et au ministère de la Justice et de la Législation. On consulte tout à l'heure les gros titres de la presse nationale pour s'en faire une idée. Plus loin, la problématique de la cherté de la vie au Bénin et sur le continent qui continue de résonner dans les esprits. Les prix d'achat des produits de grande consommation connaissent une hausse de plus en plus inquiétante. Les mesures prises par le gouvernement béninois pour soulager les consommateurs semblent se noyer dans la mauvaise foi des commerçants vers eux. Le degré de patriotisme souhaité n'est pas encore au rendez-vous. On aborde le sujet ce matin dans Jeudi Économie avec notre invité. Germain Rodonou est écrivain, mais surtout professeur d'économie et de comptabilité à l'Université Paris 13. Il nous propose son éclairage sur cette thématique qui défraie la chronique depuis quelques semaines en arrière. Ensuite, on ira faire preuve de curiosité dans l'atelier de Jeanne Amadi Ruessinon. Elle s'est spécialisée dans la réalisation des objets d'art à base des papiers recyclés. C'est Ouliat Sanoussi et Moufil Sabouan qui nous y conduisent pour en savoir plus. Prenez donc le rendez-vous. Enfin, la revue de presse de Nassis Arlosset pour se dire au revoir. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Voilà, on va consulter les gros titres de la presse nationale, à commencer par le quotidien Maison Fraternité qui titre ce matin seulement 5 désistements de secrétaire exécutif sur les 77 tirés au sort. Le patriotisme l'emporte sur les intérêts égoïstes. Mission du cadre béninois servi partout où besoin sera. Modernisation de l'appareil diplomatique camerounais. Le gouvernement se dote d'un système de sécurisation des prestations consulaires. Appartenance ou non à l'opposition, l'opposant Irénée Agossa recadre Théophile Yarou. À la une du quotidien de service public La Nation, réinsertion des mendiants, l'autre visage du social. Et puis entrepreneuriat féminin et riziculture, des raisons de promouvoir le riz étuvé du Bénin. Info Matin, vague de nomination au haut commandement militaire, le général Fructueux Gbagidi, nouveau chef d'état-major général. Et puis épilogue du procès Sankara, nous sommes là au Burkina Faso, Blaise Compaoré, Diendéré et les co-accusés condamnés à perpétuité.
Le matin à présent, Conseil des ministres, 36 nominations au ministère de la Défense et une nomination au niveau du ministère de la Justice. Le général Fructueux Baguidi, désormais chef d'état-major général. Lancement du projet Right Here, Right Now 2, assurer la bonne santé, les droits sexuels et reproductifs des adolescents et jeunes. Quotidien Le Télégramme. État-major général des forces armées béninoises, général Fructueux Baguidi succède au contre-amiral Patrick Haro, 18 officiers promus au grade supérieur, nous apprend Le Télégramme. Et puis remplacement des SE démissionnaires, des maires invités pour un nouveau tirage ce jeudi. L'Informateur, quotidien L'Informateur, forces armées béninoises, le grand toilettage. Fructueux Baguidi nommé chef d'état-major général. Et puis la chaîne de commandement militaire totalement remaniée, nous apprend L'Informateur. Création en vue d'un centre de transit à Pomassé dans le département de l'Atlantique, le gouvernement au secours des mendiants. Le matinal, cette fois-ci, ministère de la Défense nationale, les nouveaux patrons des armées. Le journal qui donne à voir la photo des nouveaux promus. Mutation des forces de l'opposition, Irénée Agossa désigne Théophile Yarou. L'autre quotidien à présent, transmission de plusieurs projets de loi au Parlement vers la mise à jour des tests sur les hautes juridictions. Et puis Gérard Zagrouni, le directeur général de la SBE, salue les rapides progrès sous la houlette d'un ministre dynamique. C'est dans le cadre donc de la semaine de l'énergie lancée en début de semaine. Quotidien La Cloche à présent, forces armées béninoises, grand chamboulement et puis Assemblée nationale, enfin la révision de la loi organique sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, s'interroge le quotidien La Cloche. L'autre vision, mendicité organisée dans les villes béninoises, le gouvernement met en place un dispositif de dissuasion et puis tirage au sort de 26 femmes au poste de secrétaire exécutif. La présidente Claudine Afiavi-Prudencio entre félicitations et remerciements. Voilà, on revient à nouveau à la une du quotidien Fraternité. Seulement 5 désistements de secrétaire exécutif sur les 77 tirés au sort. Le patriotisme l'emporte sur les intérêts égoïstes. Mission d'un cadre béninois, c'est bien entendu de servir partout où besoin sera. Achetez Fraternité et puis vous avez le reste des détails. Le journal qui propose dans ses colonnes le compte rendu intégral du Conseil des ministres d'hier mercredi. William Cliquant, bonjour. Bonjour Wahab et bonjour à tous. Allez, on va voir ce que nos micros et caméras ont ramassé pour nos téléspectateurs. Et dans les titres, on parle de la réhabilitation complète de la maternité de Djomé-Rontin dans le 12e arrondissement de Cotonou. Le centre de santé va faire peau neuve dans 2 mois avec un nouveau plateau technique. Fini donc les désagréments des usagers qui se font rares déjà depuis quelques années en raison de la qualité de l'infrastructure. La première pierre des travaux a été posée hier. Vous suivrez la cérémonie. Un Béninois se démarque par son expertise. Hors des frontières du pays, Jiré Stella, avec son entreprise Impact Palmarès, gagne la confiance de l'État camerounais pour l'informatisation sur des actes consulaires. Après une expérience concluante en Côte d'Ivoire, il pose ses valises en Afrique centrale. À suivre la signature du contrat de 10 ans avec vous, Wahab Alipara, et moi-même dans le mini-journal. Allez, on va faire un tour à la rue. Allez, on va développer tout cela tout de suite. La maternité de Djomé-Rontin. Voilà, c'est dans le 12e arrondissement de la ville de Cotonou qui sera toute rénovée d'ici 2 mois. Le centre de santé bénéficie d'une réflexion financée par les partenaires italiens et la mairie de Cotonou basée à Naples. La cérémonie de pose de première pierre s'est déroulée hier dans l'enceinte de la maternité. On va suivre le compte rendu de Ali Momoni. Les toitures défectueuses. L'enceinte vieille de nombreuses années d'exploitation de cette maternité au cœur de Cotonou. Le partenariat entre la commune et la ville de Naples en Italie va accoucher d'une maternité toute réhabilitée dans 2 mois.
Et ceci pour permettre la disponibilité de centres de santé dans la mise en œuvre du projet ARCHE. L'acte que nous nous apprêtons à poser est le résultat de l'engagement, de l'amour et du pragmatisme d'un homme, un béninois d'origine italienne. Un homme tombé amoureux de notre pays, à qui il se voue corps et âme depuis 10 ans maintenant. Un engagement qui lui a valu la nomination par le gouvernement béninois en qualité de consul du Bénin à Naples en Italie. Au nom du 12e arrondissement, de toute la population, je réitère mes remerciements à l'endroit du maire, président de l'ANCB, Luis Setondia Atropo, et du consul du Bénin près de Naples. Donc nous sommes très heureux que nous avons un centre de santé digne de ce nom qui doit être quand même réhabilité. Les partenaires italiens ont témoigné beaucoup d'intérêt à la concrétisation de ce projet. Ils ont marqué cette cérémonie de leur présence au détour d'un périple pour plusieurs actions de solidarité dans les villes du Bénin. J'ai eu la possibilité de voir votre vie, les conditions que vous avez et auxquelles nous pouvons donner notre contribution parce que tout puisse aller mieux. Nous tous, nous avons les droits de respecter surtout les femmes et les enfants qui vont naître, parce que les enfants sont les futurs du Bénin, sont les relèves du Bénin pour les développements socio-économiques. Donc, je voudrais encore remercier très sincèrement tous les donateurs. C'est le service technique de la direction départementale du ministère de la Santé qui assure la réalisation de ces travaux. Voilà, on nous apprend qu'il y a eu hier le lancement officiel du projet RHRN de William Klikan. Voilà, vous entendez par là, Right Here, Right Now 2. C'est un projet porté par une coalition de partenaires pour accompagner les adolescentes et les jeunes filles dans l'éducation de la santé sexuelle et reproductive. La cérémonie ayant consacré le lancement du RHRN 2 a réuni plusieurs acteurs de la plateforme hier à Cotonou. Idrissou Boukari. Voici le tout premier panel d'échange qui lance officiellement le projet Right Here, Right Now 2. Un creuset d'échange pour mettre la lumière sur ce projet développé dans plusieurs pays afin de promouvoir la participation significative et inclusive des jeunes sans aucune distinction. Le principal objectif du projet est de permettre aux jeunes, dans toute leur diversité, de jouir de leur santé et de leurs droits sexuels et reproductifs au sein des sociétés justes en termes de genre. Votre présence ici témoigne donc de votre intérêt à la problématique de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes du Bénin. Pour les partenaires de la coalition Right Here, Right Now 2, l'atteinte des objectifs impose la capitalisation des acquis et surtout une synergie d'action à tous les niveaux. Ce programme qui impactera 6 communes, on les a citées tout à l'heure, de notre pays, permettra non seulement aux jeunes d'accéder aux meilleurs services de la santé sexuelle et reproductive, mais également et surtout contribuera à la cohésion sociale. Notre rôle en tant que coalition pays est d'œuvrer à une meilleure intégration des valeurs de ce projet et à une meilleure approche ciblant toutes les parties prenantes. L'épanouissement des jeunes constitue le pilier central de nos actions car le futur que nous voulons pour eux aussi radieux soit-il dans nos prévisions, ne pourra jamais être matérialisé sans leur implication effective. Right Here, Right Now vient dans un pays où il y a déjà, beaucoup de choses se font déjà. Donc il va falloir être très fin pour ne pas doubler, pour ne pas refaire, pour vraiment être le plus efficace possible, pour vraiment chercher de la synergie, pour vraiment renforcer ce qui se fait déjà, amplifier ce qui se fait déjà
et pas recommencer. Et là, c'est vraiment une grande recommandation de ma part. Vous avez déjà certains partenaires ici. Il y en a d'autres qui ne sont pas là dans cette salle, mais cherchez la synergie. Pour moi, c'est une condition sine qua non de la réussite. Le projet RH-RN2 s'inscrit donc dans la logique d'un incubateur de solutions innovantes qui s'intègre dans la vision commune des membres de la coalition, à savoir promouvoir la santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescents et des jeunes et la justice en matière de genre à travers des stratégies clés comme l'accès à l'information et à l'éducation, le plaidoyer, la mobilisation sociale et politique, le renforcement de la société civile et le renforcement des capacités. Allez, l'actualité au Bénin, c'est également dans les villes de l'intérieur, une session départementale d'information sur le démarrage des activités du sous-projet autonomisation des femmes et des filles du projet SWED dans le département du Koufo s'est déroulée à Azové dans la commune d'Aplaroué. Elle a consisté à la présentation du projet SWED dans son volet 2 et aussi la présentation des activités qui vont être menées sur le terrain, précisément dans le département du Koufo. Le point avec Geoffroy Vincent. C'est officiellement parti pour la mise en œuvre sur le terrain dans le département du Koufo du volet 2 du projet SWED, autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Intitulé Autonomisation des femmes et des filles, ce volet est lancé dans cette salle à Azové dans la commune d'Aplaroué à travers des communications et informations distillées aux participants sur le démarrage des activités du sous-projet dans le département du Koufo. Les activités du sous-projet ont démarré sur le terrain. Mais il est important que les autorités et ces responsables, ces acteurs locaux soient réunis dans un cadre plus formel et pour les entretenir sur le projet, les tenants et aboutissants de ce projet, la configuration de ce projet et ce qui concerne, en ce qui concerne le sous-projet autonomisation des femmes et des filles, eh bien, qu'est-ce qui est attendu des différents acteurs qu'ils sont. Le projet SWED est subdivisé en 3 volets. Les compétences de vie, l'autonomisation des femmes et des filles et le maintien des filles à l'école. La Banque mondiale et Plan international Bénin assurent son financement dans les départements du Mono et du Koufo. Le travail sur le terrain est dans les mains de quelques ONG, dont Grazil ONG, groupe d'action pour la solidarité et d'initiatives de développement. La mise en œuvre sera assurée par l'ONG CIBJEF, aura la charge de faire les interventions dans 3 communes du département, à savoir Aplaroué, Dogbo et Diakotoube. L'ONG Gracide, dans le département du Koufo, aura à intervenir au niveau de Lalo, de Toviklen, de Dogbo et également dans le département du Mono, au niveau de la commune de Grand Popo. Nous avons notre collègue, l'ONG AES, qui fera la mise en œuvre du même projet au niveau du Mono qui est ici avec nous. Donc le projet SWED est un projet merveilleux et je voudrais féliciter le chef de file du consortium des ONG, toutes les ONG faisant partie de ce consortium-là, qui ont pu émerveiller le gouvernement dans l'étude des dossiers pour les retenir. Les échanges qui ont suivi les différentes communications ont permis aux participants de s'approprier le contenu du projet pour apporter leur pierre à l'édifice sur le plan de sa mise en œuvre. Merci à Geoffroy Vincent pour ce point. Entre le Koufo et le Zou, il n'y a qu'un pas. Pour une administration plus dynamique et performante, le préfet du département donne de la voix et recadre ses collaborateurs. Les membres de la conférence administrative et d'autres responsables de service ont reçu des lettres de mission de Firmin Couton. Lors de la traditionnel cérémonial des couleurs, l'autorité a profité des échanges pour informer de sa décision de suivre davantage les services sous tutelle des Ormains. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon pour les précisions.
Au cérémonial des couleurs, ce lundi matin, l'autorité préfectorale était entourée de ses collaborateurs immédiats, les agents de sécurité et de défense, directeurs départementaux et autres membres de la conférence administrative départementale. L'hebdomadaire rendez-vous du salut au drapeau a été saisi par Firmin Aimé Couton pour donner des directives et rappeler quelques exigences à prendre en compte, notamment dans l'exécution des plans de travail annuels PTA des différents services déconcentrés ainsi que des directions départementales. Le budget national en termes d'exécution est déjà lancé. Les conditions d'exécution de ce budget est également contenues dans une lettre de cadrage. Je voudrais nous inviter à nous tenir rigoureusement aux dispositions prévues à travers les plans de travail annuels validés, la gestion budgétaire cette année, la gestion des ressources qui sont mises en notre disposition cette année doivent suivre une certaine rigueur. Il n'y aura pas de complaisance en matière de gestion. Il n'y aura pas de « nous allons nous voir dedans, nous allons nous aider ». Non. La seule manière de nous aider, c'est de faire en sorte que la procédure prévue soit régulièrement respectée. À l'heure de la mise en œuvre des réformes dans les administrations communales, l'autorité entend également imprimer cette année une nouvelle dynamique à l'ensemble des services sous sa tutelle. Pour cela, le préfet du Zou a remis à chacun de ses collaborateurs et aux différents directeurs des lettres de mission. Les documents rappellent les qualifications et rôles de ceux qui les reçoivent. Ils fixent ces derniers sur les exigences ou obligations liées au poste qu'ils occupent et seront surtout utiles pour leur évaluation. La démarche vise à assurer un meilleur service aux usagers et d'avoir une administration républicaine. La gestion des ressources humaines aujourd'hui veut que nous n'apprécions pas nos collaborateurs en l'air, suivant nos affinités. Les directions départementales ne sont pas des entreprises de quelqu'un. Nous sommes là pour travailler. Celui qui fait bien, même si c'est votre ennemi, vous le notez bien. Vous signez un contrat d'objectif avec lui. Si à la fin, il fait bien, vous l'appréciez. S'il ne fait pas bien, vous le relevez. Ce n'est pas la fin du monde. Parce que vous-même, vous serez apprécié au regard de ce que cet ensemble, c'est des outils de gestion, aujourd'hui, aura à produire. Et vous avez vu les SE qui sont désignés. Il y en a qui sont d'ici qui vont officier dans le Nord. Il y en a qui sont dans le Nord qui vont officier ici. C'est une administration républicaine on est en train de bâtir aujourd'hui. Pas des administrations sectaires, des administrations compartimentées par département. Il y en a qui disent, faut être ici avant de servir ici. Ça ne veut rien dire. Désormais fixés sur leurs droits et devoirs, les chefs services et directeurs doivent aussi à leur tour rappeler à leurs subalternes les missions qui leur sont dévolues. Une façon d'amener les agents au bas de l'échelle de l'administration à s'acquitter convenablement de leurs devoirs. Toutefois, dans l'exécution des tâches, chacun doit conseil et assistance à ses collègues. Eh bien, dans la perspective des élections à la Chambre des métiers de l'artisanat CMA, un regroupement d'artisans a vu récemment le jour et étend déjà ses tentacules dans les communes du département du Mono. Il s'agit de la coalition ASU, Artisans Solidaires et Unis, qui procède depuis quelques jours à l'installation des comités d'arrondissement et de coordination communale. 2 jours durant, ils étaient à Huyogwe et à Tiémé qui les ont accueillis. Reportage Geoffroy Vincent et Florent Dou. À quelques semaines de l'élection des membres de la Chambre des métiers de l'artisanat, CMA, la fièvre électorale atteint peu à peu son pic dans les différents états-majors. Ici, ce sont des artisans membres de la coalition ASU, Artisans Solidaires et Unis, qui se mettent en ordre de bataille. Ils procèdent à ce titre depuis quelques jours à l'installation des différents comités d'arrondissement et de coordination communale. Huyogwe et Atiémé étaient au menu des journées du lundi 4 et du mardi 5 avril 2022. Mesdames et messieurs, ASU n'est rien d'autre qu'un creuset d'Union nationale des artisans, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans distinction d'appartenance politique ni de religion, qui reconnaissent la pertinence des réformes du chef de l'État pour le secteur de l'artisanat. Que ce soit à Huyogwe ou soit à Atiémé, la mobilisation était totale tant chez les patrons que chez les apprentis. À chaque étape, les membres des comités d'arrondissement ainsi que les membres des coordinations communales ont été présentés puis installés dans leurs fonctions. Notre regroupement de ce jour est significatif. Significatif parce que nous voulons dire merci au chef de l'État pour nous avoir doté une chambre consulaire instituée par une loi. Les artisans de Huyogwe ensemble, comme un seul homme, s'engagent avec ASU pour accompagner
les réformes du chef de l'État. Dans leur quête, les membres de la coalition ASU peuvent compter sur un soutien de taille. Il s'agit de celui de Laurent Zomaï, président du cadre de concertation des jeunes CCJ et conseiller communal à Lokossa. En rentrant ici, j'ai noté cette discipline accrue des apprentis, cette organisation sérieuse des patrons et patronnes, ce qui montre véritablement votre engagement aux côtés du chef de l'État dans sa lutte des réformes. Jeune leader politique de la 18e circonscription électorale, Laurent Zomaï a prodigué aussi des conseils à ses interlocuteurs et les a sensibilisés sur le RAVIP. Le secrétaire général, tout à l'heure, des doléances à mon endroit. Je voudrais le rassurer que même si on ne fait pas tout, on fera quelque chose. Je renvoie toutes les équipes des différentes coordinations, que ce soit communales ou d'arrondissement, à l'exercice de leurs fonctions. Il faut souligner que c'est la commune de Lokossa qui, quelques jours plus tôt, a ouvert le bal de ces différentes installations. Vous avez vu les images en titre. L'entreprise Impact Palmarès, dirigée par le béninois Jires Tella, obtient un contrat de sécurisation informatique avec l'État camerounais. Après l'expérience en Côte d'Ivoire, il entre en partenariat avec le ministère des Relations extérieures du Cameroun pour assurer la digitalisation des services consulaires. Retour sur les images de cette signature dans ce compte rendu. Deux signatures ont matérialisé le contrat de partenariat pour le financement, la conception et la réalisation des prestations consulaires au Cameroun. C'est une entreprise dirigée par un Béninois qui coordonne les activités pendant 10 ans. Le premier document qui représente un État à l'étranger, c'est le visa. C'est ce que l'étranger qui doit venir visiter votre pays aura dans son passeport. Et c'est ça qui va permettre de restaurer l'autorité de l'État depuis la délivrance de visa jusqu'à son entrée sur le territoire national. Au nombre des avantages que génère ce partenariat, on met l'accent sur l'informatisation et la sécurisation des prestations consulaires. Le Cameroun va pouvoir donc s'arrimer aux normes et standards internationaux en la matière. Ce projet n'est pas seulement la mise en place d'une application informatique, c'est vraiment un projet de transformation digitale de la diplomatie camerounaise. Transformation digitale qui vise à améliorer les services, d'abord des services vers la diaspora camerounaise à l'étranger, mais aussi les services donnés aux investisseurs. Le Béninois en charge de l'entreprise Impact Palmarès gagne la confiance du Cameroun après l'expérience faite une première fois en Côte d'Ivoire. Et parlons maintenant de ce rendez-vous à prendre. Une rencontre des artisans de produits locaux des pays africains va se tenir au mois de juillet prochain à Cotonou, en prélude à cet événement qui va réunir la diaspora et toute l'Afrique ici au Bénin. L'initiatrice de ce projet organise une foire d'exposition du Made in Bénin dès le 9 avril prochain et c'est jusqu'au 10 à Bénin Royal Hôtel de Cotonou. Une foire qui va regrouper tous les acteurs de la promotion des produits locaux en préparation à la grande rencontre de juillet. La promotrice Nadine Hagel appelle les Béninois à y prendre part massivement. Je vous propose de suivre l'objectif de la rencontre et l'adresse aux acteurs nationaux de divers domaines. Suivons un extrait des propos recueillis par Henri Ganti. J'organise la grande rencontre des artisans d'Afrique et de la diaspora en 2022. Nous sommes en 2022, en juillet, du 28, 29, 30 juillet à Cotonou au Bénin. J'ai décidé de rassembler les artisans du Made in Africa parce que les autres consomment leurs produits. Je viens en Angleterre et je suis dans une communauté où je vois les Indiens qui mangent leur nourriture, les Juifs qui ont des boutiques où essentiellement ils achètent leurs produits. Mais c'est vrai que les Africains ont les produits africains, mais nous sommes souvent très européens. Nous mangeons les produits européens. Alors, après la pandémie Covid et le prix des produits africains, j'ai décidé de valoriser les produits africains et de les amener en diaspora.
qu'est-ce qui se passe? En diaspora, un petit morceau de gingembre qui coûte, je ne sais pas, 5 francs, va coûter 700 francs, l'équivalent de 700 francs CFA. Du coup, je me suis dit qu'il était important d'amener l'Africain à comprendre que sa nourriture était très importante et que quand on exporte un produit africain, il peut être vraiment cher. J'aimerais bien qu'un akassa béninois se retrouve à Londres et qu'un gari du Cameroun se retrouve aussi au Canada. Parce que nous avons un business club, des hommes et des femmes qui vendent des produits africains et qui sont en Afrique et en diaspora. Le béninois, on a beaucoup de choses au Bénin qu'on ignore. Et c'est dommage qu'on se crampe trop sur les produits importés. Parce qu'il y a beaucoup de choses au Bénin qui se passent. Il y a de la matière. Ce qui manque à nos producteurs locaux, c'est de l'accompagnement. Parce qu'on n'a pas les machines comme les autres pays développés. Si bien que quand tu as une idée de produire quelque chose, il y a beaucoup d'innovations. Mais le problème, c'est que c'est le manque des moyens. Pour le rendez-vous de juillet prochain, je voudrais demander aux producteurs béninois de croire en eux et de croire à la dame qui est venue, parce que ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas pour elle seule, c'est pour nous tous. C'est pour toute l'Afrique. C'est pour toute l'Afrique. Donc, ce n'est pas uniquement que le Bénin et ce n'est pas uniquement pour une personne. Donc, tout le monde trouvera son compte parce que c'est une bonne initiative, c'est une belle idée. Le Béninois qui travaille sa terre devrait manger de sa terre. Il faut le dire, c'est très important, parce que les autres mangent de leur terre et nous sommes venus valoriser les produits béninois afin que le Béninois qui cultive de l'avocat, du moringa ou quoi que ce soit puisse vivre de son savoir-faire. C'est pour ça que du 9 au 10, nous sommes à l'hôtel Bénin Royal pour célébrer l'innovation. Voilà, la foire qui se tient au Bénin Royal Hotel samedi et dimanche prochain. C'est avec cette information que le mini-journal prend un terme. Wahabali Para. Oui, William Cliquin, on ira célébrer l'innovation samedi et dimanche. Merci. On va faire venir Ali par ici. On va se défouler par les sports avec Ali Mouri. Oser. Croire. Célébrer. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. OneXBet, les paris pour tous les goûts. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3bénin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité_fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Ali Moune, bonjour. Bonjour.
On parle sport avec vous ce matin. On va commencer par la Ligue des champions européenne. Il y a eu une belle opération hier pour le Real Madrid. Oui, au Stamford Bridge, bien sûr, en Angleterre, à Londres, le Real Madrid a réussi donc à s'imposer à son adversaire pour ses explications. Comptant donc pour les quarts de finale de la Ligue européenne des champions, le Real Madrid de Karim Benzema sur ces images qui a emporté le ballon du match et puis le trophée de l'homme de cette rencontre, Karim Benzema, qui s'est imposé, qui a permis donc au Real Madrid, grâce à son triplé, de prendre l'avance sur les Blues de Chelsea lors de cette rencontre. Aller, donc une très belle opération, comme vous le disiez, Wahab, pour les merengues donc, qui, je dirais, se confortent dans leur position. Et donc pour les matchs, les phases retour, disons tout simplement que c'est peut-être une revanche pour la Maison Blanche qui l'année dernière a été battue par cette formation des Blues de Chelsea. Wahab, c'était donc 1-1 à l'aller et puis au retour 2-0 pour les Blues de Chelsea. C'était lors des demi-finales, mais cette fois-ci les deux équipes se croisent un peu avant, donc un peu plus tôt les quarts de finale. Et c'est le Real Madrid qui emporte la manche. Allez, Wahab, place donc à la phase retour dans quelques semaine. Villarreal était donc à domicile également face au Bayern de Munich. C'est donc l'autre explication disputée hier comme temps pour les quarts de finale. Et donc les Bavarois qui étaient en déplacement se sont inclinés à l'arrivée. Score 0 but contre 1. Donc je dirais tout simplement que les Bavarois se font une fois encore peur. Après donc le match nul lors des huitièmes de finale face à l'autre équipe autrichienne Salzbourg, avant donc de s'imposer à l'arrivée 7 buts à 1 face à cette équipe. Les Bavarois ont courbé les chines hier 1-0 et certainement vont corriger les erreurs pour se rattraper et se retrouver au tour prochain de cette Ligue des champions Wahab. Voilà pour ce qui concerne la Ligue des champions européenne. D'accord. Alors, nous sommes jeudi et puis on a un traditionnel rendez-vous. C'est le rendez-vous, sinon l'interview du jeudi. Aujourd'hui, vous voulez que nous allions, n'est-ce pas, à la découverte d'un jeune cycliste qui se cherche une place dans le rang des grands. Oui, Wahab, à 20 ans seulement, il évolue déjà dans l'équipe nationale du Bénin, Ricardo Sojedé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est actuellement champion du Bénin dans la catégorie Espoir, donc des moins de 23 ans, avec des performances impressionnante. Depuis ses débuts, il y a seulement 5 ans, il s'est toujours illustré et aujourd'hui, il est considéré comme l'espoir du cyclisme béninois dans cet entretien. Il nous raconte un peu son histoire et ses ambitions. Voici pour vous l'interview du jeudi, réalisée avec Ricardo Sojedé. Bonjour, moi c'est Ricardo Sojedé, j'ai 20 ans. Je suis cycliste béninois, j'évolue avec SAS Vélo Club. Je suis actuellement le champion du Bénin dans la catégorie Espoir. Ça me donne le courage de continuer, d'avancer. Le vélo, j'ai commencé en 2017. Et là, j'étais en classe d'examen et on m'a demandé. Je suis une ancienne cycliste qui m'a demandé si je pourrais intégrer une club. Et il m'a amené, on a fait une réunion au fait. Et je me suis inscrit dans le club. On était 5 dans le club. Parce qu'avant, moi, je faisais déjà du vélo, mais je ne sais pas si j'allais intégrer une club de cyclistes. Et là, au cours d'entraînement, je me suis montré un peu capable. Et là, petit à petit, je me suis dit, là, au fait, avec ça, je peux évoluer avec ça. En fait. Ma première course, c'était à Djougou. Il y avait les anciens. C'est ma première compétition que j'ai eue. Et là, j'ai eu un classement de 12e. Et je me suis dit, au niveau des anciens, je ne suis pas loin, je suis plus loin des anciens. Je me suis dit, avec le travail, avec le temps, avec les entraînements, je peux atteindre le niveau. On peut dire, petit à petit, on m'a demandé de venir participer aux entraînements pour l'équipe nationale avec les Baskis, les Manuels. Et
suis entré dans l'équipe nationale comme ça et je suivais les entraînements. Et il y avait le coach Chop Papouane qui nous suivait de près. Bon, il m'a dit de poursuivre les grands, quoi. Et là, je restais dans leur roue, je regardais ce qu'ils font, ce qu'ils font, les gestes qu'ils font. Moi, si je maîtrisais un peu, comme ça. Et là, je me suis donné à ça. Bon, non, je ne m'attendais pas à ça. Et bon, lorsqu'on a lancé la compétition, bon, j'étais dans le peloton, je me disais, bon, mon intention c'était juste suivre le peloton et avoir un meilleur classement. Bon, petit à petit, j'ai commencé par lâcher des gens et ça ne restait pas beaucoup de personnes, quoi. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas être le vainqueur de cette journée-là? Et je me suis lancé à ça. Les entraînements, on le fait à chaque week-end sur le site à Porto-Novo. Et on le fait les samedis et les dimanches avec le coach international du Bénin. Et bon, après les entraînements de Porto-Novo, quand je reviens chez moi aussi, bon, je me lance aussi à les entraînements dans la semaine, 3 fois à 4 fois par semaine. Comme ça, pour monter mon niveau, quoi. Mes ambitions, c'est j'aimerais bien participer au Tour de France. Et aussi sur notre Tour du Bénin, remporter des étapes. Aussi, pourquoi ne pas remporter le Tour du Bénin aussi? Alors, Wahab, donc voici ce qui concerne le jeune espoir béninois de cycliste béninois Ricardo Soudjedé Wahab. Comme je vous le disais, il a réalisé des performances impressionnantes. Et donc la dernière en date, c'est bien sûr lors du championnat d'Afrique en Égypte des moins de 23 ans. Wow. Il a réalisé une vitesse moyenne de 42 km/h. Pour la distance totale de la course qui est de 44 km/4. Il a réalisé cette distance en 1 heure 15 minutes. Il a terminé 5e au classement général sur le continent arabe. D'accord, chapeau à Seydou. Voilà. C'était l'espoir. C'était l'espoir avec vous, Alimouni. Merci beaucoup. Allez, c'est Clément qui va venir par ici. Il va nous faire connaître les jours des marchés qui vont s'animer, sinon les marchés qui vont s'animer ces 4 derniers jours. Donc, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On connaîtra également les prix des produits de grande consommation sur les différents marchés du Bénin. À tout de suite. Pour une meilleure productivité, vous avez besoin de matériel informatique de qualité qui répondent à vos attentes. Chez Microland Informatique, nos PC sont adaptés à vos besoins. Du 1er au 31 mars 2022, venez profiter de nos packs spéciaux PC et tablettes avec des réductions allant jusqu'à moins 40% et plusieurs accessoires vous sont offerts en cadeau. Visitez-nous vite dans notre showroom à Ganry, en face de la librairie Notre-Dame. Jusqu'à 12 mois de garantie. Service après-vente et livraison assurée. Contact vendeur 95 95 28 24. Microland, votre solutionnaire numéro 1 en informatique. Dans les autres articulations de cette émission, on va recevoir tout à l'heure le professeur Germain Rodonneau, qui est enseignant d'économie et de comptabilité à l'université Paris 13 Villetaneuse. Il est conférencier en économie et en politique. C'est également un écrivain. Avec lui, on va parler de la problématique de la cherté de la vie, aussi bien au Bénin que sur le continent. L'affaire fait grand bruit, il faut le reconnaître. Clément Tchadé, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes. Alors, quels sont les marchés qui s'animent ces 4 derniers jours? Oui,
dans la page éco, on démarre donc par ce jour. Ce jour s'anime le marché de Djougou, le marché d'Alejo, le marché Bénin, Tofo, Djidia, Sekou Poubé aussi s'animent. Les marchés de Lokosa, Savalou, Banikoara et Kové aussi s'animent. Et demain vendredi, on a les marchés de Kolo-Kondé, le marché de Gogounou, Kandi, Doutou, Kome, Dogbo, mais aussi Wando, Alada, Dassazoumé et Zé. Et le samedi, le week-end donc, les marchés de Boïkon, Dantokba, Wegbo, Avrankou, Grand Popo, Azové, Gouka dans la commune de Banté et Ketou et Natitengu s'animent. Le dimanche, la journée dominicale, les marchés de Serhoué, le marché de Paou, Dangbo, Pionko, Pema, Manigri, Niki et Massi, Pira et Bédekbo aussi s'animent. Et pour vous, Wahab, regardez quelques tendances de prix dans nos différents marchés locaux avec la complicité de la réalisation William. Voilà les tendances de prix, je le disais, à Kové, Lokosa et Tofo. Regardez le Gari. A quitté, c'était à 400 francs, c'est allé donc désormais à 350 francs le kilogramme. Oui, une légère baisse du prix de Gari dans ces trois marchés que je vous ai cités, alors que les pois d'Angola sont à 1000 francs le kilogramme. Le maïs, lui, est à 325 francs le kilogramme, tandis que la pomme de terre est à 800 francs le kilogramme. À Gogounou, un peu comme à Kandi, le maïs blanc est à 450 francs le kilogramme, alors que l'huile de palme, l'huile de palme aussi, Wahab, comme vous pouvez le voir, a connu une toute légère baisse. Précédemment, à 1100 francs, c'est passé à 900 francs le litre, alors que le Gari dans ces zones est à 250 francs le kilogramme et le sorgho à 370 francs le kilogramme. La coussette d'Iam dans la zone à Boïkon, un peu comme à Dantokba, dans le littoral ici à Cotonou, la coussette d'Iam est aussi passée à 400 francs le kilogramme, alors que le haricot est toujours maintenu entre 600 et 700 francs le kilogramme. Le sorgho, lui, est à 425 francs le kilogramme. À Dangbo, un peu comme à Kpedekbo, l'huile de palme aussi a baissé là-bas, en tout cas une différence de 100 francs comparativement dans les zones de Gogounou et Kandi. Oui, l'huile de palme, je vous le disais, à Dangbo, un peu comme à Kpedekbo, est à 1000 francs le litre, alors que l'ananas est à 180 francs le kilogramme, les tapioca 550 francs le kilogramme et l'igname jaune, l'igname appelé est à 550 francs le kilogramme. Wahab, c'est tout. C'est tout pour les infos sur les marchés locaux. Pour aujourd'hui, les prix sont en quelque sorte en dents de scie, quelques légères baisses par endroit et d'autres, les prix sont maintenus, alors que le souhait des consommateurs, bien entendu, c'est qu'on assiste à une baisse beaucoup plus sérieuse que cela. Allez. Akibé Sédou Seni va nous rejoindre, Herman Anyambosso également. Ils seront aux côtés du professeur Germain Rodonou, qui est enseignant d'économie et de comptabilité à l'Université de Paris 13. Avec notre invité, donc, nous allons parler de la cherté de la vie, aussi bien au Bénin que sur le continent africain. Notre invité est un écrivain. On va consulter un peu les pages de son document. C'est à tout de suite. D'informations de ce jour. Les trésors royaux sont de retour. Décodeur mis derrière 95 000. Ouais, derrière Chakilopo. Canal Plus. Autant c'est né. Il s'est là, il Vraiment, les temps ont changé. Un trésor vous attend chez Canal+. En ce mois de mars, le décodeur HD est au prix de 1000 francs CFA seulement dès la formule évasion. Rendez-vous dans le point de vente le plus proche de chez vous ou appelez le 7055. Pour votre plaisir et celui de vos enfants, la découverte des trésors royaux et de l'art contemporain du Bénin se poursuit avec l'atelier de pratique artistique.
Public et gratuit pour vos enfants de 4 à 12 ans. C'est tous les samedis et dimanches à l'espace animation de l'Expo Art du Bénin de 10h à midi et de 14h à 16h à intervalle d'1 heure par atelier. Inscription à l'accueil ou au www.expoartbénin.bj/atelier-pédagogique. Renseignements au 00229 56 98 10 82. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3bénin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Akime Sedossiene, bonjour. Bonjour. Bonjour, Habalikba. Alors, il y a une poésie qui est récitée depuis quelques semaines en arrière. C'est la cherté de la vie, les produits de grande consommation coûtent cher, le ciment coûte cher, tout ceci coûte cher, grosse. Bref, il y a un état d'âme qui n'est pas des plus apaisés dans le rang des consommateurs, surtout en dépit des différentes mesures prises par le gouvernement. C'est donc notre problématique de ce matin. On va l'aborder aussi bien au Bénin que sur le continent. Et puis, on a sur le plateau un invité, professeur Germain Rodon. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Vous êtes enseignant d'économie et de comptabilité à l'Université Paris 13 Villetaneuse. Vous êtes également conférencier en économie et en politique. En politique, vous nous venez de Paris. Je viens de Paris, oui. De la France. La France qui a une consultation électorale. Le premier tour, c'est le dimanche. Le dimanche prochain. Dimanche prochain à CTP. Vous avez publié un ouvrage que je vois à côté de vous. De quoi s'agit-il concrètement? Cet ouvrage aborde l'essentiel concernant les présidentielles. Il fait des hypothèses, analyse des hypothèses, trace des pistes pour les présidentielles et jusqu'en 2027. Oui, le contenu, qu'est-ce qui peut frapper le lecteur quand Ce qui peut frapper le lecteur, c'est le projet présidentiel qui doit constituer un élément global. Politique, économique, relations internationales, politique sociale, politique sanitaire. C'est tout un ensemble. C'est un projet présidentiel que porte un candidat qui l'exploite, qui le défend devant le peuple et dans les urnes, le peuple tranchera. D'accord. Dans la clarté, dans l'information simple et facile à comprendre. Il y a toute une série de candidats en France actuellement, n'est-ce pas? Le projet de qui vous frappe à l'heure actuelle? Le projet qui me frappe le plus, c'est le projet du président actuel, que j'ai soutenu, qui a le livre est à l'Élysée, à la présidentielle, à la présidence. Il m'a répondu, il m'a remercié, parce que je fais partie des écrivains, des chercheurs universitaires, qui pensent que pour l'élection présidentielle, il convient d'avoir un projet global. Et l'élection présidentielle constitue l'une des élections les plus importantes de la vie d'un pays et d'un peuple. Professeur Germain Rodon, ce qui intéresse les Béninois, je veux dire même le continent africain, c'est est-ce que Emmanuel Macron prévoit pour l'Afrique et si possible pour le Bénin. Quand on lit votre ouvrage, qu'est-ce qui peut attirer le Béninois ou l'Africain qui attend beaucoup peut-être du président actuel qui veut briguer un second mandat? Il brigue en effet un second mandat. Il a été plusieurs fois en Afrique. Ce que j'admirais chez lui, chez le président Macron, c'est sa capacité à débattre. Il est allé au Burkina Faso, il a rencontré les jeunes à l'université, il a discuté, il a débattu avec eux. Et c'est très bien. Donc pour l'Afrique, oui, le président, il défend toujours l'Afrique. Il a fait ses études aussi au Nigeria, il est resté au Nigeria. Ensuite, il porte cette fibre pour aider les pays africains, notamment les pays africains francophones.
Et c'est important. Moi, depuis toujours, je viens à Cotonou, depuis plus de 15 années, je fais des conférences. Et j'ai un projet, et je aborderai ce projet avec le président Macron après sa réélection. C'est l'Union de l'Afrique occidentale en de petits ensembles de pays, avec un certain nombre de ministères à gérer en commun. Et là, beaucoup de choses utiles viendront de là. Je porte ce projet, c'est le projet Cotonou, qui vient de Cotonou. J'ai fait la conférence sur l'économie du Bénin à Cotonou et j'ai porté ce projet. Je défendrai ce projet auprès du président Macron après sa réélection. D'accord. Alors, bien de choses donc à découvrir dans le document. Herman Aniambosso. Oui, l'ouvrage est intitulé La France du passé, du présent et du futur. Alors, de tous les candidats, vous soutenez Emmanuel Macron? Je soutiens Emmanuel Macron. Est-ce à dire que vous voyez Macron élu au premier tour ou alors il y aura un second tour? Il sera élu au deuxième tour. C'est très très rare d'être élu au premier tour en France. Dans l'ouvrage, vous avez des hypothèses et des pistes. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces hypothèses que vous émettez et des pistes? La première hypothèse consiste à affirmer, en tout cas à faire l'hypothèse de la réélection du président de la République. De cette réélection émergeront beaucoup d'autres plans, notamment en France. Plans liés au Covid, plans liés à l'inflation, parce que quand tout coûte cher en économie, c'est l'inflation. Et ensuite, à partir de ses actions, de son comportement, de la crise russo-ukrainienne, les démarches qu'il a entreprises et les actions mises en place me poussent à tirer la conclusion de sa réélection possible, fort possible. Par comparaison et par élimination avec ses adversaires qui ne présentent pas un projet soutenu, un projet équilibré, un projet global. Je pense à Éric Zemmour, je pense à Marine Le Pen, qui présentent des projets lacunaires, qui croient que oui, c'est l'immigré qui cause toutes les difficultés en France, ce qui est totalement faux. Et voilà, pas élimination, il ne reste que lui. Oui, la France du passé, du présent et du futur, c'est quoi le futur de la France? Le futur de la France se retrouve au sein de l'Union européenne. Parce que eu égard aux difficultés actuelles de la plupart des pays. J'ai publié sur l'économie mondiale, le monde, les pays. L'avenir de ces pays se retrouve dans l'Union. Un seul pays, dans le cadre de la mondialisation, ne peut plus dire « je suis seul, je peux tenir ». C'est faux. C'est balayé, je balaye cela par mes expériences. La France est dans l'Union européenne depuis 1957. Beaucoup d'autres pays, en Asie aussi, il y a l'ASEAN, sont les États-Unis, n'en parlons pas. À partir de là, le continent qui est un peu en retard, c'est l'Afrique. Et c'est mon souci, c'est l'Afrique. Il convient de mettre en place les choses pour que nos pays, les pays d'Afrique, travaillent à s'unir réellement. Je pense à l'unité africaine, mais il faut s'unir réellement. Un peu comme pour revenir sur notre sujet pour lequel on vous a invité, professeur Cotonou, et vous avez aussi publié bien avant cet ouvrage les idées de Adam Smith dans la mondialisation. Vous avez même parlé des enseignements pour le continent africain, plus particulièrement de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez dit, comme vous le répétiez tout à l'heure, que nous sommes dans un nouveau monde, la mondialisation, qu'aucune nation ne peut survivre à elle seule. Et quand on regarde ça aujourd'hui, est-ce que la mondialisation que vous défendez avec la théorie de Adam Smith n'est pas l'épreuve de la cherté de la vie quand vous suivez l'actualité de partout dans le monde et face à tout ce qui se passe? En économie, sur le plan libéral, c'est la concurrence, la compétition qui facilite la baisse des prix. C'est de l'économie. Cependant, il y a quelques exceptions. Ce qui entraîne l'inflation actuelle dans la plupart des pays du monde. La France n'en fait pas exception, les États-Unis n'en parlons pas. Les pays d'Afrique sont dedans par voie de conséquence et par conséquence indirecte. Les produits qui viennent de l'extérieur, les produits importés, l'inflation, c'est l'inflation importée. Et il y a la crise du Covid. Et ce n'est pas quelque chose qui devrait surprendre en économie, parce que si nous pensons à la crise de 29, si nous pensons à la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, oui, il y avait eu des difficultés. Il y a l'inflation, mais il faut mettre en place des actions. Et que ce soit la crise de 29, que ce soit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les pratiques, les théories keynésiennes qui ont été appliquées. L'intervention de l'État dans la vie économique. Et c'est ce que moi je propose. À un moment donné, en cas de difficulté, il faudrait que l'État intervienne. Je ne suis pas pour une intervention
intégrale de l'État dans la vie économique, mais à un moment donné, le peuple, les populations ont besoin de l'intervention de l'État. C'est la situation qui se produit actuelle. Les États-Unis interviennent, la France intervient, bien qu'il y ait, bien que ce soit des libéraux qui sont au pouvoir, ils sont obligés d'intervenir dans la vie économique pour faire du social, pour faire du sanitaire. C'est obligé. La première des solutions, c'est l'application des théories keynésiennes, l'intervention de l'État dans la vie économique, sur le plan social notamment, et sur le plan sanitaire pour ce qui me concerne, parce que l'angle mort du libéralisme, c'est le sanitaire, le social et le sanitaire. C'est pourquoi je propose pour les pays d'Afrique cette union avec un certain nombre de ministères à gérer, dont le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche, le ministère de l'Agriculture, pour lutter contre les pénuries, les difficultés liées au secteur primaire. C'est mon projet. J'en parlerai avec le président Macron. Le moment viendra où j'en parlerai aussi avec le président Talon. Cela viendra parce que c'est un projet nouveau, c'est novateur et l'espoir est là. C'est la France du futur, c'est l'Afrique de l'Ouest du futur, c'est le Bénin du futur. J'ai déjà écrit sur l'économie du Bénin aussi et j'ai tracé des perspectives. Je reviendrai dans les mois qui viennent pour faire une conférence sur l'économie du Bénin. Professeur, vous mettiez l'accent tout à l'heure sur la crise 29 et la Seconde Guerre mondiale 39-45. Et là, pendant que nous y sommes avant la crise russo-ukrainienne, c'est la Covid-19, la Covid qui a battu son plein. On a vu l'intervention des États. Vous avez cité la France, par exemple, qui est intervenue pour soutenir, j'allais dire, l'économie française. C'est le cas des États-Unis, même en Afrique. Par l'intermédiaire des États, eh bien, il y a des interventions des gouvernants. Mais pour autant, eh bien, on a constaté que la cherté des prix des produits de grande consommation reste d'actualité. À quel niveau ça n'a pas marché pour que les interventions constatées au niveau des différents gouvernants n'aient pas eu d'impact sur, je dirais, les produits de grande consommation? En économie, la rareté fait augmenter les prix. Exactement. Le Covid-19 a tout bloqué. Tout à fait. Tout bloqué. Au niveau de la production, vous voulez dire? De la production, de l'achat, des échanges, tout bloqué. Okay. C'est impressionnant. Des avions ne peuvent plus décoller, tout bloqué. C'est une première dans le monde. Exactement. La rareté entraîne l'inflation. Les produits pétroliers, le PEP, on ne veut plus vendre comme il le faisait. Par voie de conséquence, le prix du pétrole augmente. Le blé qui vient d'Ukraine, de la Russie, à cause de la crise, il y a une rareté, la production baisse par voie de conséquence. Et par implication, il y a l'inflation. Que faire? C'est l'intervention de l'État. L'État peut intervenir et bloquer certains prix. Pour l'Afrique, les produits vivriers, on bloque, pointant, mais en ayant un œil vigilant sur ce blocage. On n'abandonne pas l'économie. L'État, dans tous les cas, face au risque inflationniste ou face à l'inflation, ne peut qu'intervenir. Et sur ce plan, la seule recette à ce jour, c'est l'application des théories keynésiennes. Aucun économiste ne peut dire le contraire. Aucun économiste. C'est ce qui a été appliqué, c'est ce qui marche. Toutefois, il faut être vigilant dans l'application des théories keynésiennes. On n'a pas l'impression que ça marche, parce que jusqu'à présent, eh bien, les produits continuent pas flamber. L'État est intervenu, vous parlez des théories keynésiennes. Mais on ne constate pas que les lignes bougent, professeur. Ce qui est sûr, l'inflation existe à plusieurs. La France a connu en 1974, à cause de la crise liée au pétrole, une inflation à deux taux. 14%, la France est jusqu'à 14% en 1974, ou Giscard, un peu avant l'élection du président François Mitterrand. 14%. Heureusement, ce n'est pas encore le cas partout. Moi-même, en tant qu'économiste, j'estime utile qu'il y ait un taux d'inflation faible, pas fort. Pour moi, je dis entre 1 et 3%, c'est gérable pour l'économie. Ça permet de suivre les activités, d'agir. Si les États interviennent, les États ont les moyens de bloquer le taux élevé d'inflation. Ensuite, il y a aussi les négociations, les relations diplomatiques. Je prends l'exemple du pétrole. Il suffit de négocier. Les Américains ont commencé, cela n'a pas marché. Et il faut négocier. Quand on négocie, quand on augmente, par exemple, si on prend le prix du pétrole, le cas du pétrole, si les pays exportateurs du pétrole, l'OPEP, augmentent leur production, forcément,
les prix vont baisser. C'est aussi vrai pour le ciment, c'est aussi vrai pour les produits vivriers. D'où l'importance. Le grand problème pour vous se pose en termes de production, c'est ça? En termes de production. C'est-à-dire que le Covid-19 et autres éléments ont contribué à ralentir la production et cela justifie l'inflation, puisque vous démontrez tout à l'heure que la rareté peut justifier, je dirais, l'inflation. L'inflation. La confrontation de l'offre et de la demande. S'il n'y a pas assez d'offres, les prix augmentent forcément. C'est ça la première des définitions de l'inflation. Prix augmenté généralisé. Donc, si pour le pétrole, on augmente la production, forcément, cela va faire baisser les prix. C'est le problème dû au Covid, parce qu'à cause du Covid, nous avons constaté que l'Europe était démunie face à l'Asie. Donc, comme il y a beaucoup de produits qui venaient de l'Asie, et tout, les prix ont augmenté. C'est la loi de l'offre et de la demande en économie. Moi, Wahab, si vous permettez, je pense qu'au-delà des propositions faites par le professeur Hodonou, je pense fondamentalement qu'il faut aussi rechercher des solutions à l'africaine. C'est-à-dire non, au-delà des théories qu'avance le professeur, qui ont fait aussi leur chemin, et on a vu à quel point parfois, vous voyez tout à l'heure, Akimé disait que cette théorie ne marche toujours pas. C'est-à-dire, au-delà de cette théorie qui ont fait leur chemin, il faut donc penser à une solution à l'africaine. En quoi faisant, par exemple, en misant sur la production. Parce que aujourd'hui, on s'est rendu compte que après la Covid, mais aussi la crise russo-ukrainienne, c'est ce qui fait l'inflation, c'est la faible, l'offre qui n'existe pas, alors que la demande, après le blocage de l'activité économique sur le plan mondial, après ce blocage, les gens sont dans un besoin. Les gens qui étaient restés à la maison, qui n'ont pas pu produire, eux-mêmes sont dans des besoins, et du coup, ceux qui détiennent encore un peu de matières premières veulent augmenter le prix. Vous avez vu le pétrole, mais aussi le gaz, un peu partout. Donc, si on ne travaille pas à trouver, par exemple, un moyen indépendant, c'est-à-dire pour l'Afrique, par exemple, il faut miser sur la production et peut-être trouver le moyen. Je ne fais pas la promotion, ou je ne vais pas contre la mondialisation, on ne peut même pas, parce que aucune nation ne peut plus vivre à elle seule aujourd'hui en autarcie. Donc, je ne dis pas qu'il faut plus exporter tout ce qu'on produit, mais on trouve le moyen de stocker en Afrique, parce que ou tout au moins produire plus et exporter moins, ou envisager la production dans le monde entier, permettre aux pays qui sont les moins qui produisent moins de faire encore plus de la production. Donc moi je dis il faut, vous avez vu dans certains pays comme le Bénin, l'État, au-delà des blocages, a fait, je dirais, un réajustement au niveau de la fiscalité pour dire, sur certains produits, nous réduisons la taxation. Donc, il faut trouver d'autres mécanismes qui soulagent les commerçants. Les différentes parties. Herman Anyamboso, très rapidement. Oui, je pense même qu'il ne s'agit pas d'une solution africaine. Il s'agit plutôt du réveil de l'Afrique, pour faire en sorte que les Africains comprennent qu'en réalité, il est temps qu'on puisse aller vers la terre, parce qu'on nous a déjà appris depuis les cours primaires que oui, la terre ne ment pas, et que la première source de l'économie béninoise, c'est la terre. Malheureusement, il se fait que tous, on nous apprend à aller à l'école, à aller dans les universités. Vous apprenez que les amphis sont noirs de monde, les professeurs, il est là pour enseigner assez de théorie aux étudiants qui sont en économie. Mais il faut plutôt orienter les systèmes de formation pour faire en sorte que les jeunes puissent aller vers la terre. Pour effectivement faire aussi en sorte que les gouvernants aussi puissent accompagner ces initiatives-là. Parce que s'il faut attendre tout le temps que Dame Pluie ou Dame Nature nous donne quelques gouttes d'eau pour espérer qu'il y ait une production, je pense qu'il faut que les États africains se réveillent avec des politiques un peu comme ça se fait au Burkina Faso, avec les rétentions d'eau, les systèmes de rétention d'eau et tout, pour qu'on puisse accompagner ces initiatives. Parce que quand moi, par exemple, je mets en terre, j'essaie de cultiver des hectares de terre et que je dois m'asseoir le matin et prier Dieu pour qu'il pleuve, pour que ma production puisse donner. Si ça ne donne pas, la prochaine saison, ne vous attendez pas à ce que je retourne là-bas. Je vais prendre ma moto Zemidjan
porter mon maillot jaune et venir à Cotonou pour rouler un peu, espérant pouvoir trouver un peu de sous pour rembourser. Oui, pour pouvoir rembourser ceux chez qui j'avais déjà prêté l'argent pour pouvoir cultiver. Donc je pense que c'est tout à la fois. Moi je ne parlerai pas de solution africaine, mais je parlerai plutôt de réveil de l'Afrique. D'accord, je vais écouter Arman rapidement et professeur, on va revenir. Akime, j'allais dire. Akime, une petite réaction? Non, on va sur le professeur d'abord. Réaction pas évidente. De toute évidence, vous constaterez avec moi que depuis que nous élaborions sur la question de la cherté de la vie, les solutions envisageables sur la cherté des produits de grande consommation, il n'y a que l'unanimité est faite autour des solutions alternatives. Face à un problème donné, il va falloir qu'à un moment donné qu'on réfléchisse autrement. Parce que la situation est de telle sorte que le bout du tunnel n'est pas pour demain. Même les mesures qui ont été prises par le pouvoir en place pour soutenir, je dirais, cette situation dure jusqu'à juin 2022. C'est-à-dire qu'après 2 mois, il va falloir quand même que l'État réfléchisse autrement pour voir dans quelle mesure il apporte encore son soutien, je dirais, à cette situation. Donc de part et d'autre, et d'ailleurs avant hier ou plutôt hier, on a reçu ici un invité qui a mis l'accent par exemple sur la manière dont il faut réfléchir en ce qui concerne les constructions futures. Et donc je pense qu'aujourd'hui, toute élaboration faite doit concourir à envisager des solutions alternatives. Face à la situation actuelle, qu'est-ce qu'on fait? Le mode de consommation doit certainement forcément changer. Est-ce qu'il faut toujours continuer par espérer que le pain soit, je dirais, un produit de base dans l'alimentation? Apparemment non. Parce que oui, le prix du blé a pris de l'ascenseur. C'est pas dit que la crise russo-ukrainienne va trouver une fin dans quelques jours. Et donc, quand c'est comme ça... Donc, on n'a même pas encore le bout du tunnel. Exactement. Donc, je crois que toute réflexion faite en ce moment doit aller au-delà, je dirais, des solutions à court terme, mais beaucoup plus à long terme pour que nous n'ayons plus à retomber. Parce que la Covid-19, c'est vrai qu'on en parle un peu plus au passé. C'est pas encore forcément terminé. La crise russo-ukrainienne doit avoir des implications d'une manière ou d'une autre d'ici encore 4, 5, 6, 7 ou 10 mois encore. Et donc, du coup, il faut forcément réfléchir autrement. Je crois que la balance, elle est faite beaucoup plus sur l'efficacité des solutions alternatives. Des solutions qu'on propose. Alors, professeur Germain Rodano. Ce que vous dites, quand on met tout ensemble, c'est positif. C'est ce que nous voulons. Il m'arrive de dire devant les étudiants et dans mes ouvrages, quand les Américains pensent déjà dans 100 ans. L'Europe, c'est 50 ans. L'Afrique, c'est du mal. 3 ans, 5 ans, 10 ans maxi. Pour ne pas dire au jour le jour. Pour ne pas dire au jour le jour. C'est la différence. Et c'est important ce que vous relevez. Les solutions alternatives, il y a les mécanismes fiscaux. Moi, devant les étudiants, je défends aussi, et pour l'Afrique, la thèse du troc. C'est loin, c'est la vieille économie. Mais l'Afrique a intérêt, nous dirigeants, à réfléchir sur le troc. Les échanges de produits sans intervention de la monnaie. Parce que l'inflation importée, l'euro, c'est ça. 1 euro égale 656, c'est trop. Le dollar, c'est de l'inflation importée. Par voie de conséquence, si nos dirigeants se mettent d'accord, c'est ça. Tout ce que vous dites, c'est l'union des pays africains en de petits ensembles de pays avec un certain nombre de ministères à gérer en commun. C'est mon expression. Nous le porterons, portez-le avec moi. J'ai déjà rencontré des journalistes, j'ai fait des conférences avec des journalistes au Codiam, un peu partout, et je leur ai demandé de porter ce message. C'est le nouveau message pour l'Afrique. Autrement, nous serons toujours en difficulté. C'est la vérité. Si on veut entendre la vérité, ça passe par là. Mais si on ne veut pas l'entendre, c'est autre chose. J'ai dit, les Américains, c'est 7 ans. Ils travaillent déjà dans un siècle, dans les 100 années qui viennent. Oui. L'Europe, c'est les 50 ans. L'Afrique s'interroge. Et il faut développer la recherche. L'Afrique est en retard. Et sur ce plan, lorsque je préparais ma thèse en 2010, j'étais aux États-Unis. On voit la différence. Les prix Nobel d'économie, ce sont les Américains. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de recherche. Les gouvernements financent la recherche. Un Américain peut raconter des conneries. C'est financé, mais c'est écrit. D'autres étudiants prendront le relais, la relève. En Afrique, il n'y a pas ça. La recherche est au bas niveau. Tout mis ensemble, pour conclure, en conclusion partielle, oui, il faut des solutions alternatives, mais applicables. L'une des solutions à la portée de la plupart des pays africains, c'est le troc. L'agriculture, développer, soutenir l'accompagnement des jeunes, la mécanisation de l'agriculture aidera beaucoup les pays d'Afrique. Le secteur primaire, c'est ça. L'agriculture. Ça ne marche pas, disons-nous la vérité. Ça a du mal à décoller parfois, bien que cela comporte des solutions. Mais développons le secteur primaire, comme vous le dites, c'est vrai, c'est vrai.
Alors, vous pensez qu'il manque de la volonté politique puisque la grande force se trouve à ce niveau et pourtant nous constatons par exemple au Bénin au moins un grand effort qui est fait par l'État par l'État central. Qu'est-ce qui, selon vous, peut justifier le fait qu'au niveau du secteur primaire, par exemple, les choses évoluent de manière ralentie? L'État fait beaucoup d'efforts. Pour ne pas dire les choses n'évoluent même pas. L'État fait je ne suis pas pessimiste. L'État fait beaucoup d'efforts. Il n'y a pas de manque de volonté, il y a une insuffisance. La volonté existe, mais ce n'est pas encore suffisant. Elle n'est pas suffisante pour avancer. Donc, d'où l'importance d'écouter les journalistes, d'écouter les chercheurs. C'est ça. Les publications aident beaucoup les gouvernants. Sur ce plan, c'est vrai, la plupart des pays d'Afrique sont un peu en retard sur la recherche. L'Afrique est en retard, c'est la vérité. Ensuite, à partir de là, oui, il faut continuer, il faut développer, il faut financer. Le financement du secteur primaire, la pêche, l'agriculture, beaucoup. Il y a un retard, mais j'espère que, en considération de ce que nous exprimons ici, les choses avanceront. Je ne suis pas un pessimiste absolu. D'accord. Alors, il y a que sur le plan national, le gouvernement a pris d'importantes mesures pour soulager les populations, soulager les consommations face à la cherté des produits de grande consommation. J'aimerais voir votre appréciation, votre analyse de tout ce qui est fait par l'État béninois. L'intervention de l'État dans la vie économique par divers mécanismes fiscal, même des aides sociales. En France, on le fait. Il y a de petites associations qui aident, qui donnent à manger à certaines familles qui sont en difficulté. Aux États-Unis, n'en parlons pas, il y en a plein. L'État peut faire ça aussi, aider sur le plan, moi je mets ça sur le plan de l'aide sociale. On aide les familles en difficulté, on les pousse, et aussi il y a la création de l'activité, la création d'emplois, le taux de chômage. Et aussi, le Covid a entraîné ça. Beaucoup, il y a un taux de chômage élevé, l'inflation élevée, et aussi développer les activités commerciales. Et moi, je mets tout sur les négociations, l'union. C'est beaucoup, en tout cas, pour l'Afrique, depuis les années 60, beaucoup de choses, désormais, viendront de l'union en de petits ensembles de pays. Dans mes hypothèses de travail, je pense au Bénin, le Togo et le Ghana, à côté du Nigeria. Et à partir de là, on peut diriger le ministère de l'Agriculture. Pour moi, j'appelle dans mes bouquins le ministère du secteur primaire. Diriger ensemble. Le Bénin, le Togo, le Ghana dirigent ensemble ce ministère-là. Ce qui, par voie de conséquence, permettra l'augmentation du budget consacré à ce ministère. Il y aura des fonds pour avancer, pour moderniser l'agriculture et aller vers l'autosuffisance alimentaire. Est-ce que cette position ne remet pas en cause la souveraineté de chaque État? À savoir que désormais, 3 pays vont se regrouper alors qu'on connaît bien cette jalousie qu'ont les gouvernants, qu'ont les peuples de leur souveraineté. Oui, et surtout la réticence de la plupart du temps des États à se mettre ensemble. Ça, c'est vrai. Pardonne-moi de prendre un exemple simple. Le mariage, quand on vit avec une femme, la souveraineté baisse un tout petit peu. Dans un couple, on négocie à un moment donné. J'ai pris l'exemple de la France depuis 1957. Ils ont commencé à 6, actuellement ils sont à 27. Mais où sont les pays africains? Que font-ils? Même jusqu'à présent, la France n'a pas encore un ministère géré en commun. Ils travaillent là-dessus, sur la défense, sur les relations internationales. Moi, je voudrais que l'Afrique avance rapidement sur ce plan. Dit, voilà, nous nous unissons à 3, nous avons 3 ou 4 ministères. Dans le cas de la mondialisation, la souveraineté n'a plus beaucoup d'importance. La souveraineté trouve ses limites. Il faut accepter de perdre objectivement un peu de sa souveraineté. C'est mathématique. On peut vouloir, mais il y a la réalité qui s'impose. Si vous ne le faites pas, vous aurez des difficultés. Vous choisissez. C'est un choix. Professeur Germain Kodonou, vous êtes enseignant d'économie et de comptabilité à l'Université Paris 13. Vous êtes conférencier. Vous donnez des cours à l'université d'Abomey Calavi, c'est ça? Vous intervenez à Calavi? Je n'interviens pas à Calavi. Souvent, je fais des conférences. Vous faites des conférences? Beaucoup. Je voudrais vous mettre l'accent sur les conférences que vous animez. Vous les animez pas seulement au Bénin, mais un peu partout en Afrique. Vous mettez l'accent depuis quelques minutes sur le retard que connaît l'Afrique en termes de propositions prospective et beaucoup plus futuriste, ça donne l'impression que les lignes ne bougent pas. Un peu comme si certains parlent et d'autres n'écoutent pas. Professeur Germain Kodonou, vous êtes africain. Je veux savoir c'est quoi votre apport, vous-même, depuis des années, pour que ça bouge.
Au Bénin, au moins, pour la petite histoire, on sait au moins que toutes les programmations en termes de gouvernance au plan national sont au moins calquées sur un projet à la FIA 2025. C'est pas nouveau, ça on le connaît. Qu'est-ce que vous en avez fait en tant que chercheur, en tant que conférencier, en tant que scientifique, pour que véritablement on sente, je dirais, la petite touche du professeur Rodon pour que ça bouge. Ça donne l'impression que vous êtes dans la récrimination. Je veux vraiment savoir, c'est quoi les propositions concrètes? C'est pas la récrimination. Je ne suis pas dans la récrimination, je suis dans l'analyse objective d'un universitaire, d'un Béninois qui vit à l'extérieur depuis plus de 35 ans, qui vient chaque année dans son pays pour faire des conférences, qui est en contact permanent, qui travaille, qui crée des associations pour aider. Un Béninois qui a publié plusieurs ouvrages sur le Bénin, en économie, en politique. Un Béninois qui suit la politique de son pays. J'ai suivi le débat entre le président Talon, le premier, avec le premier ministre d'alors, M. Zinsou, et j'ai publié là-dessus. J'ai écrit sur le système de santé du Bénin. J'ai écrit sur l'économie du Bénin. J'ai fait des conférences sur la modernisation de l'appareil judiciaire de notre pays. Donc je suis un polyvalent, soucieux de l'avenir de l'Afrique occidentale et du Bénin. Je suis pas absent. Mes livres sont un peu partout dans la librairie du Bénin. Sur Internet, mes ouvrages sont là. J'ai pour souci d'aider l'Afrique occidentale. Et j'ai dit, le projet Rodon, c'est Rodon qui porte ça porte Rodon Germain. Par voie de déduction, il convient que la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest s'unissent en de petits ensembles de pays. C'est ça l'avenir. Mais on a déjà l'Union africaine. Avant même de parler de l'Union africaine, Clément, le vrai débat est ouvert. Qu'est-ce qu'on a fait avec vos différents ouvrages que vous avez publiés? C'est quoi l'impact? Je disais tout à l'heure, certains parlent et ceux qui doivent écouter ne le font pas. C'est quoi l'impact de vos ouvrages? Vous avez écrit, vous avez réfléchi, vous apportez votre grain de sel à l'édification. C'est quoi l'impact, M. Rodon, de tout ce que vous avez écrit? Est-ce qu'on a l'impression que... En termes plus simple, la question de Hakimé, c'est de savoir, est-ce que les gens vous lisent? Est-ce qu'on vous écoute lors des conférences? Est-ce que vos propositions, suggestions sont prises en compte par les décideurs? Puisque la grande force, encore une fois, réside au niveau des décideurs. La preuve, quand je prends depuis plus de 10 ans, j'ai parlé de l'Union, ça ne bouge pas. Les lignes bougent, mais de façon timide. D'accord. De façon timide. L'Afrique se réveille maintenant. Alors qu'on a besoin d'un peu plus de vitesse que ça. Se réveille. On a besoin d'un peu plus de vitesse. Le Bénin se réveille, l'Afrique se réveille, c'est positif. C'est positif. Mais le rythme est faible. C'est ça, le rythme est faible. Quand on voit ce qui se passe en Europe, là, ça bouge. L'Europe bouge, les États-Unis bougent, l'Afrique a du mal. C'est ça. S'ils ne sont pas capables de porter cette vérité, nous aurons du mal. Nous aurons du mal. Et je parle de l'Union. On peut prendre des exemples. Il faut parler de l'unité africaine ou de l'Union africaine. Ça a changé. De la CEDEAO, de l'UEMOA. Mais il faut bouger, il faut moderniser les appareils. Les choses ne marchent pas vraiment. L'Europe à 27, il y a beaucoup de difficultés. C'est pas 54 États que ces difficultés puissent être amoindries. Imaginez, à 27, ça ne va pas. Ils ont commencé depuis 57. Ça ne marche pas. Et à 54, vous croyez que cela puisse marcher? Trouvons des solutions. Alors qu'on dit que l'Union fait la force. L'Union fait la force dans la discipline. L'Union fait la force dès lors que chaque parti, chaque pays peut accepter de laisser de côté un peu de sa souveraineté. L'Union fait la force dans le débat, dans la contradiction, dans la solution, dans la recherche des alternatives. Oui, l'Union fait la force. Si vous étiez demandé de faire une comparaison entre le fonctionnement de l'Union africaine, les différents regroupements, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour, il y a quand même l'Union européenne aussi en Europe. Et ça fonctionne. C'est quoi? Qu'est-ce qui a marché ailleurs et ça n'a pas marché ici? Ça fonctionne dans le débat. Ça fonctionne dans la capacité... Parce que les autres n'ont pas libéré leur souveraineté. Ils sont des États souverains comme les nôtres aussi. Et on a facilité de poser leur veto quand quelque chose ne va pas. À ce niveau, quand on prend l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle le traité de Nice. J'ai fait ce cours aussi en économie, en master. C'est l'économie de l'Union européenne. J'ai fait ce cours aux étudiants en master. Il y a ce qu'on appelle le traité de Nice qui dit si 3 ou 4 pays se mettent d'accord pour avancer sur un projet, l'Union européenne le permet d'avancer sur ce projet. Et c'est bien. Ça veut dire qu'il n'y aura plus les blocages de 27. Et l'Afrique n'a pas ça. Vous pensez que c'est un modèle qu'il faut copier? Non, je ne suis pas dans la photocopie. Du copier-coller. Je suis dans le débat. Mais on dit que dans une course, c'est mon expression, on suit les premiers en étant vigilant. Il faut être vigilant. Les premiers actuellement, il faut être honnête. En conclusion, à l'Union européenne, n'est-ce pas, tout se développe en termes de débat. Il y a le débat qui est là, mais au niveau de l'Afrique, le débat est carrément absent.
je ne veux pas dire carrément absent, le débat existe, mais le niveau est faible. Le débat existe, je ne peux pas dire ça, mais le niveau est faible. Je prends l'exemple de l'Union européenne. Avec la crise du Covid, l'Union européenne a constaté sa dépendance de l'Asie, s'agissant des produits pharmaceutiques, des produits médicamenteux. Alors, ils travaillent à mettre en place un ministère, à mettre en place des structures pour être l'Union européenne un peu moins dépendante de l'Asie. Et ils ont constaté qu'il n'y a pas un ministère de la Défense un ministère commun de la Défense. Avec la crise actuelle russo-ukraine, ils travaillent à avoir un ministère commun de la Défense. Où est l'unité africaine? L'unité africaine a pensé à ça. L'unité africaine veut avoir un seul ministère des Affaires étrangères. On peut avancer sur ce terrain-là. L'intervention de l'économie, le social, le sanitaire. En France, je donne l'exemple de la France que je connais le mieux. Quand vous êtes malade et vous allez à l'hôpital, on vous soigne sans payer un seul euro, dès lors que vous cotisez pour la sécurité sociale. L'Afrique peut avancer sur ce terrain-là. J'ai appris quand on est malade au Bénin, quand on ne donne pas de l'argent, on n'est pas soigné. Ça me gêne, cela me froisse. Les choses sont en train d'évoluer. Il y a le projet ACT qui permet bien évidemment aux populations démunies d'aller dans les centres de santé de se soigner et sans avoir à débourser un seul franc. Il faut s'inscrire, il faut avoir la carte et puis c'est passé. Donc les choses bougent. Les choses sont en Donc les choses bougent, les choses ne sont pas bloquées, ça bouge. Oui. C'est très bien. Je porte cela, je dis que les choses bougent en Afrique, mais le rythme, il faut accélérer un peu le rythme et accepter un peu plus de débat et permettre aux chercheurs de publier. Il y a aussi que, au-delà de tout ce que souligne le professeur Hodonou, la question des échanges commerciaux aussi, avec comme base fondamentale la mondialisation aussi, pose problème. Parce que vous voyez, les gens, les pays africains, même dans la sous-région, les gens sont dans des ensembles, mais ils n'arrivent toujours pas à s'entendre. On dit, nous appartenons à la CEDEAO, nous voulons l'intégration économique, nous voulons l'intégration régionale, mais lorsqu'il y a une petite crise comme celle que tous les pays pratiquement du monde connaissent, économique, il y a des gens qui mettent de l'embargo. Il y a, vous avez vu le Nigeria qui, à des moments donnés, pour une raison ou une autre, je ne veux pas revenir sur ces raisons, qui décide de bloquer ses frontières à un pays ami, à un pays frère. Donc, il faut aussi travailler sur ces questions-là, au-delà des questions de défense, au-delà des questions de la diplomatie, avoir un ministère des Affaires étrangères commun pour l'Afrique ou pour 2 ou 3 États. Il faut travailler sur les échanges commerciaux parce que je dirais, le principe fondamental même de la mondialisation qui fait qu'il y a échange, il y a la libre circulation des biens et des personnes et par conséquent une évolution sur le plan économique, c'est les échanges commerciaux, il faut y travailler aussi. Mais j'ai une question à propos, professeur, parce que j'ai vu que j'ai parcouru un peu votre ouvrage sur les idées de Adam Smith, quel enseignement pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et vous avez dit que Adam Smith avait déjà prévu les meilleures conditions des échanges commerciaux. Mais quand on a expérimenté ça, aujourd'hui, quelle est la leçon pour l'Afrique ou qu'est-ce qu'on peut retenir en termes d'enseignement pour l'Afrique? En termes d'enseignement pour l'Afrique, j'ai parlé du troc. Le troc fait abstraction de la monnaie qui facilite les choses pour réduire la probabilité de survenir de l'inflation importée. Mais certains vont trouver que ce n'est pas réaliste. C'est vieux. Revenu sur les vieilles méthodes. Le troc, c'est quand même les années, des siècles en arrière. Mais pourquoi pas? Peut-être ce serait des trocs modernisés, c'est-à-dire adaptés aux réalités du moment. Tout à fait. Pourquoi pas? Là, si, je prends un exemple. Le ministre des Finances confie ce dossier à des économistes. Les économistes peuvent proposer des pistes dans ce sens. Et voilà, on va les adapter aux réalités du moment. Le troc. Ensuite, vous avez parlé d'union. Dans les échanges commerciaux, tout est dans la mondialisation. La seule parade à la mondialisation, c'est l'union des pays. C'est la seule parade. J'ai fait sur l'Afrique de l'Ouest, dans quelques mois, je vais publier sur l'Union européenne, les enseignements pour l'Union européenne. Je publierai ça, même pas au Bénin, mais en France, je publierai cela. C'est important. C'est l'union en 2 petits ensembles de pays. Pour l'Afrique, c'est la seule parade. Autrement, ce sera très, très difficile. La mondialisation des économies bousille l'économie des petits États, des petits pays, des pays seuls. Le Bénin seul ne peut rien faire. Le Togo seul ne peut rien faire. C'est mathématique. La France seule ne peut pas grand-chose. Déjà pour la France, sur le plan des échanges commerciaux, la France souffre d'un déficit chronique.
le déficit commercial chronique pour la France. Là, je peux en parler, je suis là-dedans, je travaille là-dessus chaque année. Donc, la parade la meilleure pour la plupart des pays d'Afrique, c'est de se réunir de petits ensembles de pays et d'accepter de perdre un peu de leur souveraineté. Est-ce que vous ne voyez pas aussi la transformation, l'industrialisation du continent comme étant une solution? Parce qu'il ne sert à rien aussi de produire et de se miser beaucoup plus sur les échanges commerciaux. Et vous connaissez le principe quand on dit « je suis entrepreneur », chez nous en Afrique, c'est l'import-export. Est-ce qu'il ne faut pas aussi rompre avec cette habitude, cette vieille habitude qui n'arrange pas l'Afrique? En tant qu'économiste, j'abonde dans votre sens. Je pense à l'uranium du Niger. Je pense au phosphate de Lomé. Sur place. La faute revient à qui? À nos dirigeants. Plutôt que d'exporter, ayez la capacité de... Je prends l'exemple du sida. Je travaille aussi sur la santé à l'université. J'ai publié sur le sida au Bénin, j'ai fait des conférences sur le sida au Bénin ici à l'INMES. Voici quelques années. Désormais, certains pays comme l'Afrique du Sud travaillent et fabriquent l'Afrique du Sud la trithérapie. Actuellement, il n'y a que la trithérapie pour réduire la prolifération du VIH. Cela a duré très longtemps. Les pays développés ont refusé. Maintenant, le Brésil le fait, l'Afrique du Sud le fait. Pour le phosphate, pourquoi ne pas produire, faire ce qu'il faut s'agissant du phosphate à Lomé? Pourquoi ne pas faire cela s'agissant de l'uranium au Niger? Il revient aux gouvernants de se décider, dès lors qu'ils sont dans de petits ensembles, ils sont un peu plus forts. Si, par exemple, 3 États se réunissent, disent, nous décidons aujourd'hui de faire ce que nous voulons sur notre territoire, c'est plus fort qu'un seul pays se décide à le faire. Il y a ce problème en Afrique. S'unir pour dire non, plutôt que d'être seul pour dire non. C'est ça la réalité. Professeur Germain Rodonu, je constate que le professeur est bien souvent très inspiré. Vous touchez pratiquement à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il parlait de polyvalence tout à l'heure. Vous écrivez sur la santé. Pluridisciplinaire. Pour un scientifique, il faut avoir de la matière pour être sur plusieurs domaines comme ça. Vous êtes sur la santé, vous écrivez sur l'économie, vous avez écrit sur bien de choses. Clément insistait tout à l'heure quand il mettait l'accent sur le fait que quand vous pensiez que le troc peut être envisagé comme solution alternative, ça fait, comme il a dit, beaucoup d'années en arrière, nous sommes au 21e siècle, et c'est au 21e siècle qu'on va espérer qu'un professeur de votre rang nous propose comme solution qu'on peut moderniser, adapter. Vous me direz comment on va le moderniser, parce que pendant que nous y sommes, il faut quand même que nous ayons, en partant d'ici, de ce studio, que nous ayons des propositions concrètes, comme ça a été le cas hier avec un de nos invités. Et je voudrais bien savoir, professeur, et là, on est là au cas par cas, les prix des produits de grande consommation, ça a flambé. Il est difficile pour nous aujourd'hui de s'acheter de l'huile d'arachide, ça fait près de 1300 francs CFA, je ne sais pas si vous le saviez. En euros, ça fait environ 2 euros. Le prix du pain, l'État a essayé de le maintenir au prix actuel, mais après juin, c'est parce que ça deviendra. En tant que professeur, quand on pense à ces différents produits-là, dites-nous, qu'est-ce que vous proposez pour que, quand on sera au soir du 30 juin 2022, en se réveillant le 1er juillet, qu'on puisse se dire, voilà les solutions qu'on peut envisager pour ne plus avoir espéré que l'État encore travaille à maintenir les prix en l'état. Je voudrais savoir, professeur, en partant d'ici, qu'est-ce que nous et les téléspectateurs peuvent retenir de votre intervention en termes, je dirais, d'alternatives crédibles, plausibles, pendant que nous y sommes? Alternatives crédibles, oui, mais les solutions sont classiques. L'État, j'ai donné l'exemple, la théorie keynésienne qu'applique la plupart des États. C'est toujours jusqu'à présent, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à présent, même après la crise de maintenant, la clé. C'est la clé. Maintenant, il faut adapter. Il faut s'adapter selon la situation économique de chacun des pays. Sur ce plan, c'est vrai, il y a plus de pauvreté au Bénin relativement à la France. C'est clair. Les solutions trouvées viennent du social. Le blocage des prix, j'ai donné ça. C'est ce qu'on fait. C'est la pratique. Les aides sociales aux familles en difficulté. L'État intervient dans la vie. Le 1er juillet, oui, s'il n'y a pas de solution, on continue le blocage des prix. C'est ce qu'on fait partout. La France aussi le fait. La France le fait pour le loyer, la France le fait sur certains produits aussi. Ils ont baissé, je crois, 15 ou 18%, 18 centimes sur l'essence. S'il n'y a pas de solution, si la population continue à vivoter ou à végéter,
les mesures vont continuer. Il n'y a pas d'autre solution. Parce qu'en économie, c'est toujours la confrontation de l'offre et de la demande. Et ça vient de là. S'il y a beaucoup plus d'offres, les prix baissent. S'il y en a moins, par voie de conséquence, il y a l'inflation. Pendant combien de temps l'État va continuer toujours pas bloquer les prix, à stabiliser les prix? Et quand on ne propose pas, hier je vous ai dit, un invité nous a dit ici par exemple que comme solution alternative en termes de consommation du pain, eh bien il faut revoir, je dirais, certaines manières d'utiliser certains produits recyclés que nous mangeons chez nous. Vous ne connaissez pas l'impilé, je ne sais pas si vous le maîtrisez. Voilà. On peut le recycler ce plat pour que le lendemain n'ait pas besoin du pain. Pourquoi pas des substituts? Donc, je veux bien espérer que vous-même, dans vos réflexions, parce que qu'on le veuille ou pas, quand vous écrivez, c'est que c'est dans une vision prospective, c'est dans l'intention de faire changer les habitudes. Qu'est-ce que vous pouvez se redonner? Vous avez un grand projet. Ce projet, en tout cas, pendant que nous y sommes, ça n'est pas encore mis en œuvre, vous n'avez pas encore rencontré le président Talon pour lui faire part du contenu de votre projet. Quand on laisse le projet, pendant que nous y sommes, professeur Kodon, oui, dites-nous, c'est quoi les autres solutions quand l'État va toujours pas continuer par injecter, parce que l'État même là, le budget, il est essentiellement fiscal. Si l'État va continuer à mettre de l'argent, alors que nous continuons toujours pas à espérer de manger le pain, professeur Kodon, ça pose un problème. L'autre solution, c'est ce qu'on appelle, nous n'avons pas encore employé l'expression, la relance de l'activité économique. Et dans la théorie keynésienne, il y a la relance de l'activité économique, la politique des grands travaux. L'État intervient et investit massivement dans l'économie. C'est ça. À un moment donné, c'est la solution. Un État pauvre comme le nôtre va continuer à investir. C'est où l'État trouve cet argent-là? L'État trouve de l'argent. Je vais m'expliquer. Là, nous irons un peu dans les finances publiques. L'État investit massivement dans l'activité économique, ce qu'on appelle la relance de l'activité économique, pour faciliter les choses. Les produits les plus importants, c'est de façon ciblée, en procédant pas des priorités. Pas prioriser l'essentiel. Pas des priorités, pas priorité. On fait ça. Les produits vivriers, pour ce qui nous concerne le maïs, vous parlez du pain, le pain, l'État peut investir. Acheter beaucoup, investir pour réduire l'inflation et ensuite injecter massivement dans l'économie ce qui fait défaut et qui fait augmenter les prix. C'est un exemple. L'autre exemple, oui, les États, on va faire un peu de finances publiques. Le budget de l'État, les États peuvent s'endetter. À l'heure actuelle, le pays le plus endetté du monde, ce sont les États-Unis. La plupart des pays sont aussi endettés à cause du Covid. Et les États peuvent s'endetter. Et quand on s'endette, on relance l'activité économique. On peut s'endetter et investir utilement, investir positivement. Et c'est le cas, ça peut être le cas du Bénin. À partir du 1er juillet, l'État investit pour permettre à la population de souffrir un peu moins, de faire baisser l'inflation. C'est ça. Ce sont les pratiques en économie. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Je parlais du troc, je reviens là-dessus. C'est ma thèse, je la défends. Et je défends cela devant les étudiants. Je vais encore le faire. Allons-y. Je vais le faire. L'avantage pour l'Afrique du troc, c'est de réduire l'inflation importée. Première explication. Deuxième explication. Je prends l'exemple. Le Bénin peut donner un peu de coton à Lomé, au Togo, à Lomé, et ensuite, en retour, Lomé peut donner autre chose au Bénin, le phosphate ou d'autres produits que Lomé produit en abondance. Adam Smith, dans la mondialisation. Plutôt que cet échange se passe en francs CFA. En francs CFA, ça réduit l'inflation. Alors que si nous devons importer en dollars, en euros, faisons les multiplications. Vous avez donné 2 euros, 1200... C'est de l'intelligence qui permettra à ces pays unis de pratiquer, pas à 100%, une partie en troc pour réduire la probabilité de survenue de l'inflation importée. Tous les États ont peur de l'inflation. Alors, on peut, de façon ciblée, faire du troc. Je défends cela devant les étudiants. À première vue, ils ont raison, ils disent que c'est 2 siècles, c'est 3 siècles en arrière. Mais quand nous analysons les choses, nous finissons par nous comprendre. Ce n'est pas de façon généralisée. De façon ciblée, le troc est possible, et je l'affirme. Je pense que quand on suit professeur Kodonou, le troc, c'est ce que nous appelons aujourd'hui en télévision l'échange de marchandises. Ou quand quelqu'un veut faire de la publicité,
il vient vers vous, il vous fait ceci, et en retour, il vous habille ou bien il vous donne quelque chose en retour. Je pense que c'est vrai que quand on dit troc tout de suite, ça ramène à 2 siècles en arrière, mais je pense que c'est, comme vous l'avez dit, proposé également, à moderniser. Non, en fait, ensuite, on sent qu'il y a un peu plus de précision dans le dernier développement du professeur parce qu'il estime que ce n'est pas troc sur toute la ligne, ensuite, des éléments ciblés. Sur l'aspect investissement, c'est vrai que quand vous demandez par exemple à un État comme le Bénin de mettre en place une industrie à transformer le coton, on vous dira que c'est un gros investissement parce que si on transforme le coton en tissu et tout, ça demande beaucoup de sous. Comme il a dit, si on demande par exemple au Togo, au Bénin et à d'autres pays de se mettre ensemble pour créer une industrie à transformer le coton, je pense que ça fait partie des idées qu'on peut aussi le premier problème qu'ils auront, c'est quel nom ils vont donner à l'industrie. C'est à partir de là que ça commence. La bagarre va commencer par quel nom on va donner. Et à ce sujet, la solution que moi je propose, c'est un tirage au sort. On fait un tirage au sort. Les 3 pays proposent et on lance 3 papiers. Une main aveugle ou une main innocente vient prendre le papier et on choisit. Oui, le tirage au sort, moi c'est pour ça. Et dans la Grèce antique, en Afrique ne marche toujours pas. Dans la Grèce antique, c'est ce qu'ils faisaient dans la Grèce antique. Et pour moi, c'est la meilleure des justices. On fait un tirage au sort. Je propose, tu proposes, nous proposons, on prend un et ça passe. C'est ça. En tout cas, moi, c'est l'une des solutions. Vous voulez des solutions concrètes. En voilà une. Wahab, je voulais rapidement, Clément, la théorie keynésienne que propose le professeur, qui consiste à bloquer donc le prix, à encadrer les prix. Je pense qu'il y a un effort aujourd'hui qui se fait, mais moi, je ne suis pas économiste, je dois vous le préciser, mais ça, pour moi, ça pose un problème. On dit que nous sommes dans la démocratie et par conséquent nous sommes dans le libéralisme économique. Est-ce que le fait de bloquer les prix favorise encore la liberté d'échange? Le libéralisme économique n'est pas remis en cause. Dans mon ouvrage, et pour continuer, est-ce que le choix du libéralisme économique en Afrique n'est pas pour le Bénin n'est pas une erreur? Le débat est ouvert sur notre point. Dans mon livre, dans mon ouvrage, là, je dis que je suis un libéral socio-sanitaire. Et moi, je suis un libéral socio-sanitaire. C'est ma conception en économie. Mais normalement, le libéralisme écarte le social, non? C'est une évolution. J'avais dit que l'angle mort du libéralisme, c'est le social. Un néolibéralisme. Pour moi, c'est le libéralisme socio-sanitaire. L'angle mort du libéralisme, c'est le social, et en même temps... On devrait vous recommander au président de la nouvelle alliance. Pour tout vous dire, j'ai rencontré le vice-président lundi matin à l'ERTB. Nous avons discuté, je lui ai offert mon ouvrage. Et il a voulu me rencontrer plus tard. Je lui ai dit plus tard, mais je l'ai rencontré. Et apparemment, il enseigne aussi à l'université. Vice-président, je l'ai croisé. Il m'a même cité dans son intervention, il dit oui, j'abonde dans le sens de ce que dit M. Rodon. Il a dit sur le plateau. Lundi matin. Vous pouvez voir l'émission et il est intervenu après moi immédiatement. Donc, nous sommes sur le libéralisme. La mondialisation est d'essence libérale. C'est une affirmation incontestable. Tout ce qui se passe actuellement, le pacte de Varsovie est dissous. Le pacte de Varsovie, avec la Russie, l'URSS et tous les pays, les anciens pays du bloc soviétique, la Bulgarie, la Hongrie, ce pacte est dissous. Et la plupart de ces pays, ironie de l'histoire, sont libéraux. La plupart. Et veulent rentrer dans l'OTAN, veulent intégrer l'Union européenne. Et l'Union européenne est essentiellement libérale. La mondialisation est d'un sens libéral. Je l'ai démontré dans mon ouvrage et dans mon article. Moi, je suis libéral parce que, oui, ce que vous dites, le libéralisme réduit au minimum l'intervention de l'État dans la vie économique. Mais le libéralisme peut avoir des difficultés. La preuve, le Covid a cassé les ressorts, les mécanismes du libéralisme. On ne peut plus fonctionner, c'est ça. Et là, le seul élément, pour moi, l'ennemi principal qui a cassé le libéralisme, c'est le Covid. C'est ça. C'est le Covid. Aucun État n'a pu résister au libéralisme. La mondialisation était bloquée à cause du Covid, ou grâce au Covid, cela dépend, à cause du Covid. Je dis, je suis un libéral socio-sanitaire parce que dans le libéralisme, il n'y a pas vraiment le social. Et c'est la faille du libéralisme. Moi, cette théorie complète le libéralisme. Et c'est ce que je porte. Et c'est ce que la plupart des pays appliquent aujourd'hui. La France et les États-Unis ont commencé.
à comprendre à cause du Covid qu'il faut introduire le social et le sanitaire dans la vie économique. Je prends un exemple simple. Surtout s'agissant du sida. Il a été démontré que les pays qui ont beaucoup de patients souffrant de cette pathologie voient le taux de croissance économique diminuer. Les travaux l'ont prouvé. L'exemple qu'on cite, on a cité à un moment donné la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud. Les pays situés au sud de l'Afrique, surtout. Le Botswana, ces pays étaient vraiment victimes du sida. Et cela fait baisser le taux de croissance. Ensuite, prenons une entreprise. Au sein libéral, il y a beaucoup de malades, souvent de malades. La production va baisser par voie de conséquences. Oui. Et c'est la faille du libéralisme qu'il faut compléter, que moi je complète, je publierai dans les 2-3 années qui viennent ma conception en économie. C'est moi-même qui vais publier ça, ma conception en économie. Et cette conception sera libérale, sociale et sanitaire. Il faudra introduire du social et du sanitaire dans le libéralisme pour le corriger un peu. C'est ma conception en économie. D'accord. Le temps est passé. Akive Sédou-Séni, merci beaucoup. Clément Tchadé, merci. Emmanuel Namboussou, merci beaucoup. Professeur Germain Rodano, merci. Je rappelle que vous êtes enseignant d'économie et de comptabilité à l'Université Paris 13 Villetaneuse. Vous êtes également conférencier en économie et en politique. Vous êtes écrivain et puis on a eu votre livre parisien, La France du passé, du présent et du futur. Je crois que c'est l'actuel puisqu'il y a beaucoup d'ouvrages comme le souligne Clément Tchadé. Merci d'être venu sur le plateau d'Actu Matin. Allez, je vais vous accompagner avec cette curiosité de Ouliat Sanoussi et de Moufid Sabo. Ils sont allés fouiner, je dirais, leur nez dans l'atelier de Jeanne Amadji Rouessino. Elle s'est spécialisée dans la fabrication des objets d'art à base des papiers recyclés. On verra de quoi cela retourne. C'est en immersion, nouvelle diffusion. Madame Jeanne Amadji, vous fabriquez des objets à base de papier recyclé, c'est ça? Quel est le processus? Comment ça se réalise en fait? Au premier abord, nous collectons les papiers. Les papiers, disons, les papiers déchets, les papiers inutilisables, on les collecte. Il n'y a pas que seulement les papiers, il y a les cartons. Et après avoir fini de les collecter, on les trie. Et maintenant, après le triage, on passe à la coupure des papiers en petits morceaux. Maintenant, on les trempe dans de l'eau, dans une eau assez abondante. Et on attend un certain jour pour pouvoir les faire ressortir et les broyer. Et après avoir fini de les broyer, on met un produit spécialement fabriqué par moi-même, conçu par moi-même, pour pouvoir donner une certaine résistance à la pâte, disons. Maintenant, la pâte est prête, est fin prête pour passer à la transformation des œuvres. Parlant de transformation, nous irons vers l'atelier pour voir un peu comment ça se passe. Madame Jeanne Amadji, nous voici devant une œuvre que vous avez entamée. Dites-nous, vous l'avez démarrée depuis quand et qu'est-ce qui reste à faire sur cette œuvre? L'œuvre là, je l'ai commencée, ça fait environ 40 jours. Et c'est à l'étape vraiment brute. Puisque disons que c'est une femme que je suis en train de réaliser. Donc rien n'est encore fait là-dessus. Et ça se passe progressivement et avec plus de précision pour pouvoir arriver à une finition parfaite. Ce n'est que du papier qui est déposé là-dessus? Il y a aussi une partie qui est aussi faite en carton, et pâte de carton, je veux dire, qui est derrière. Vous avez parlé d'une passion, effectivement, c'est vraiment une passion et je peux dire simplement que cette passion est venue vers moi et je l'ai embrassée entièrement. C'est ça qui fait que j'évolue progressivement. Depuis combien d'années en fait est-ce que vous le faites? J'ai eu l'inspiration, ça fait déjà 7 ans. Je suis en train de travailler sur le papier recyclé et la transformation du papier recyclé en des objets d'art, ça fait déjà 7 ans. Ce n'est pas seulement des objets d'art, je fais aussi des meubles comme des pose-verres, des guéridons, et qui sont déjà fin prêts, ils sont là. Et toujours avec du papier recyclé? Oui, toujours avec du papier recyclé 100%.
Quelle a été votre formation de base en fait? J'ai suivi une formation en art calligraphique et sérigraphique. Et je réalise les panneaux publicitaires. Je suis spécialisé dans la réalisation des panneaux publicitaires, des enseignes lumineuses, des plaques de domaine, des plaques de parcelles. Et je fais également les impressions sur les t-shirts, les casquettes et les porte-clés. Je ne veux pas être une plasticienne en quelque sorte, mais je veux seulement qu'on me connaisse en tant qu'innovatrice et de transformation des papiers recyclés en des objets d'art. Et je peux dire que la réalisation de cette œuvre, je la réalise avec une technique de moulage, à peu près la même technique qu'on utilise pour réaliser les œuvres en agile, mais avec une certaine petite modification. Le métier que vous faites, est-ce que ça vous épanouit? Oui, entièrement ça m'épanouit parce que c'est une passion. Et lorsque le métier que tu exerces est une passion pour toi, et ça ne peut que te procurer de la joie. Je suis vraiment entièrement comblé en faisant ce travail. Eh bien, Madame Amadi, dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le travail? Et comme toute chose, il y a toujours des difficultés. La première difficulté que j'ai au niveau du travail, de ce travail, j'ai un problème de séchage. Parce que je peux prendre peut-être 3-4 jours, disons 3-4 jours, pour réaliser une dizaine d'œuvres. Mais avant que ça ne soit vraiment prêt, il me faut 2 mois, 3 mois comme ça. L'autre difficulté, il faut l'écouler. Quand tu ne peux pas vivre de ce que tu fais, ça ne vaut pas la peine. Donc là, il y a les difficultés d'écoulement. Et je remercie Canal 3 et qui, grâce à lui, je crois que le public vont me découvrir. Et je suis sûr que bientôt, ils vont s'approcher de moi pour que je puisse passer à l'écoulement de mes œuvres. Et je suis en train de projeter et organiser une exposition. Quand on regarde un peu vos statues, les sculptures que vous avez déjà réalisées, on constate qu'elles ont beaucoup rapport à la femme. Pourquoi ce choix? Je suis une femme et que je ne peux que d'abord me donner une considération à moi-même d'abord. Et comme vous le savez, la femme est le premier facteur au développement économique et puis humain, disons. Donc, le rôle de la femme dans la société, c'est vraiment très énorme. Et la première idée qui m'est venue en tête, là, c'est de valoriser la femme à travers les œuvres que je fais. Madame Jeanne Amadi, oui, sinon vous êtes d'un certain âge quand on vous voit. Est-ce que vous avez quand même des projets, des ambitions pour ce métier? Des projets, j'en ai. Puis le premier projet qui me vient dans la tête, je suis en train de penser à réaliser, disons, un zoo artistique. Et quand on parle de zoo, sûrement vous devez penser à des animaux. Donc, chercher un grand terrain et les œuvres qui seront exposées sur ce site seront spécialement faits en papier recyclé. Bien sûr, je vais les aménager pour que ça soit un lieu de repos, un lieu de détente et un site, disons, touristique. Eh bien, chers téléspectateurs, nous étions ce mardi avec Madame Jeanne Amadi Wessino. Elle est spécialisée dans la fabrication, la réalisation des objets d'art, mais particulièrement des objets faits à base de papier, du papier recyclé. Vous avez découvert avec nous les différentes sculptures qu'elle a réalisées avec la technique de moulage, comme elle le dit. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous mardi prochain.
Bonjour à toutes et à tous. À la tête des forces armées béninoises, le gouvernail change de main. Le quotidien matinal révèle ce matin l'identité des membres de la nouvelle équipe de commandement. Ministère de la Défense nationale, les nouveaux patrons des armées, titre le journal. Dans les détails, mon confrère nous apprend que c'est le général de brigade Fructueux Baguidi qui préside désormais aux destinées de la Grande Muette. Jusque-là, chef d'état-major de l'armée de terre, l'homme remplace ainsi le contre-amiral Patrick Jean-Baptiste Haro, qui est appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Le général Fructueux Baguidi cède son fauteuil de chef d'état-major de l'armée de terre à Abou Issa, promu aussi au grade de général de brigade la semaine dernière. Et derrière ces deux généraux, 2 colonels sont à l'honneur, ajoute le quotidien matinal. Il s'agit, en croire mon confrère, du colonel François Amoussou, nommé chef d'état-major de la garde nationale, et du colonel William Faucan, nommé chef d'état-major de l'armée de l'air. Quant au capitaine de vaisseau Jean Olatunji, il est nommé chef d'état-major de la marine nationale. Selon l'autre quotidien, 16 officiers ont été nommés en conseil des ministres en sa séance d'hier mercredi. Au total, précise le journal, 35 nominations ont été prononcées sur proposition du ministre délégué chargé de la défense nationale. Pour le quotidien La Cloche, c'est un toilettage aux allures martiales. Forces armées béninoises, grand chamboulement, semble s'exclamer mon confrère, pour qui personne ne pouvait croire que les dernières promotions en grade de généraux présageaient la vague de redéploiement observée hier à l'issue du Conseil des ministres. Toujours dans l'actualité ce matin, le recrutement au poste technique et administratif des mairies au Bénin. 48 heures après le tirage au sort des 77 secrétaires exécutifs, les journaux nous apprennent que 5 d'entre eux ont démissionné. Il s'agit, à en croire mes confrères, de ceux tirés pour les communes de Karimaman, Perere, Lalo, Agégué et Zé. Le quotidien Fraternité voit derrière ces désistements des insatisfactions des auteurs. S'ils ont désisté, c'est sûrement parce qu'ils visaient des communes ou des localités précises, tant il est clair que si ces cadres ont postulé au poste de secrétaire exécutif, c'est dans l'espoir d'être retenus. Mon confrère semble se réjouir tout de même que ce soit seulement 5 désistements qui soient enregistrés sur les 77 secrétaires exécutifs tirés au sort. Conclusion de Fraternité, le patriotisme l'emporte sur les intérêts égoïstes car la mission du cadre béninois, c'est de servir partout où besoin sera. En tout cas, le journal nous informe que les 5 secrétaires exécutifs qui ont préféré jeter l'éponge seront remplacés à l'issue d'un nouveau tirage au sort prévu pour ce jour. Dans le lot des 77 premiers tirés au sort, il y avait 26 femmes, un nombre qui, à en croire le journal L'Autre Vision, fouette l'orgueil de la présidente de l'Institut national de la femme. Tirage au sort des 26 femmes au poste de secrétaire exécutif des mairies, titre mon confrère, Claudine Prudencio entre félicitations et remerciements. Ces 26 femmes tirées sont là par mérite, semble se réjouir l'ancienne ministre et députée dans un message relayé par le journal L'Autre Vision. Dans la suite, ce matin, la décision du gouvernement d'ériger un centre d'accueil pour les personnes en situation de mendicité au Bénin. Et le dit centre sera implanté à Koumassé dans le département de l'Atlantique, renseignent les journaux. Ce sera un lieu de prise en charge des personnes, fait observer le quotidien La Nation. Le journal renseigne que pendant une période d'1 à 3 mois, ces personnes seront prises en charge et préparées à quitter la situation de rue. Et le quotidien du service public trouve que c'est l'autre visage du hautement social annoncé par le chef de l'État. Le journal L'Autre Vision lui parle de dispositifs de dissuasion de la mendicité organisée dans les villes béninoises. Une activité qui, selon la publication, fait exposer ses pratiquants aux intempéries et aux maladies en même temps qu'elle constitue un risque d'endommagement des infrastructures que ces mendiants squattent. Et c'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à demain. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. À 11h, vous aurez le rendez-vous d'un autre bulletin. À 13h, la grande édition de la mi-journée présentée par Éric Guédéron. Allez, portez-vous bien.